Salut, moi c'est Florent Pérez. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pendant près de 2 heures dans une formation qui vous permettra de connaître les bases du SEO, mais également de connaître des techniques concrètes pour améliorer le positionnement de votre site et l'amener en haut des résultats de recherche de Google. Cette vidéo est la première d'une longue série où je détaillerai de nombreux éléments dans chaque vidéo afin de vous permettre de gérer vous-même le SEO de votre site. Cette vidéo est la première d'une série et donc je vous recommande de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment améliorer le positionnement de votre site internet sur Google, que vous soyez un site e-commerce ou que vous ayez un site statique, un site vitrine pour une PME par exemple ou un artisan. Dans cette vidéo, on va voir tout le process de A à Z, mais on ne rentrera pas dans les détails puisque chaque pôle qu'on va voir aujourd'hui sera vu plus en détail dans d'autres vidéos. Petit sommaire, on fera une rapide introduction sur qu'est-ce que le référencement naturel, le SEO, les intérêts, les avantages. Ensuite, on parlera des keywords, donc les mots-clés. On parlera ensuite d'optimisation technique, de l'optimisation sémantique. On fera un rapide passage par le cocon sémantique. Ensuite, on parlera de netlinking, c'est-à-dire de backlink, donc de liens depuis d'autres sites vers votre site. Et on abordera rapidement la notion de PBN, donc de réseau de sites privés. Petite intro, qu'est-ce que le SEO? Le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Ça veut dire en français optimisation pour les moteurs de recherche. Ça veut donc dire l'ensemble des techniques qu'on va mettre en œuvre sur notre site pour améliorer sa position sur les résultats de recherche de Google. On l'appelle aussi en France le référencement naturel, en opposition souvent au référencement payant, les ads. Le SEO, ça consiste à se positionner finalement sur les 10 résultats organiques qui sont sur la SERP. La SERP, c'est la page de résultats de recherche. On va le voir un petit peu plus tard, on parle surtout de Google en France à l'heure actuelle. Ça permet en fait d'avoir une visibilité sur le long terme, là où le référencement payant, le SEA, lui, ça permet d'avoir une visibilité immédiate, mais limitée aux encarts publicitaires présents sur les pages de résultats de recherche de Google. Généralement, il y en a jusqu'à 4. Parfois, ça peut monter, mais c'est assez rare. Et le SIA, le gros avantage, c'est que c'est immédiat. Par contre, le SIA, si on arrête de payer, ça disparaît. Là où le SEO, c'est plus long-termiste, c'est-à-dire qu'on met plus de temps à se positionner. Par contre, ça dure dans le temps. Donc, comme on l'a vu il y a quelques instants, le principal inconvénient du SEO, c'est que ça prend du temps pour porter ses fruits. Sur un site neuf, on peut souvent attendre 6 mois pour avoir des vrais résultats, voire plus si la thématique est concurrentielle. Parfois, ça peut être moins. Comme on va souvent le voir en SEO, ça dépend. Puisque on peut difficilement faire une règle fixe pour tous les sites. Néanmoins, gardez à l'esprit que si vous entamez une stratégie de SEO pour votre site, il faudra être patient. Okay, les avantages par contre du SEO sont nombreux. Tout d'abord, il y a de nombreux internautes qui ne cliquent pas sur les résultats payants, soit parce que ils sont absents, par exemple si vous utilisez des extensions de bloqueurs de pubs ou que vous utilisez certains navigateurs, vous ne voyez peut-être même pas les pubs. Ou alors ça peut être par conviction, parce que certains pensent que une personne qui paye, c'est pas très pertinent, ou parce qu'ils ne veulent pas financer Google. Un autre avantage du SEO, c'est d'avoir une visibilité qui va être décorrélée de ses investissements. À l'inverse du SIA où la visibilité s'arrête dès qu'on arrête les dépenses, c'est-à-dire que je coupe mon compte Google Ads par exemple, je n'aurai plus de visites. Là où le SEO, si vous faites par exemple appel à un SEO ou que vous-même vous gérez votre SEO et que vous arrêtez, ça va encore durer des mois, voire des années en fonction finalement des concurrents et de la manière dont eux vont travailler. Le SEO, ça permet également de répartir le coût d'une campagne sur de nombreux mots-clés. Là où en SIA, vous allez cumuler les frais. C'est-à-dire qu'en SEO, si vous voulez travailler 100 mots-clés, ça vous coûtera probablement pas beaucoup plus que si vous en travaillez 70. Là où en SIA, c'est complètement corrélé au nombre de mots-clés que vous allez cibler. Et donc du coup, en SIA, le coût peut facilement s'envoler. Petit exemple. Pour le mot-clé couteau pliant, il est recherché 5270 fois par mois. Alors c'est une approximation, mais ça tourne à peu près autour de ces eaux-là. Le CPC, c'est-à-dire le coût par clic, le coût que vous coûte chaque clic si vous faites de la publicité payante, c'est de 16 centimes. Ça peut sembler pas énorme, mais ça ferait un coût publicitaire de 840 € par mois si tous les internautes cliquaient sur votre publicité juste pour un mot-clé. Alors qu'en SEO,
ça pourrait être probablement le coût d'une campagne qui serait lissée sur beaucoup plus de mots-clés. Il est peu probable que vous mettiez un tel budget mensuel simplement pour un mot-clé comme ça en SEO. Le SEO, ça permet aussi d'attaquer des mots-clés là où le SEA n'est pas rentable à cause d'un coût par clic trop élevé. Par exemple, le mot-clé couteau agricole a un coût par clic de 1 euro. Alors qu'en SEO, si on regarde la page de résultats de recherche, la SERP, c'est un mot-clé qui est plutôt atteignable assez facilement. D'accord? Donc dit autrement, si on veut attaquer ce mot-clé par du SEA, il va falloir avoir un très beau taux de conversion pour rester rentable, puisque chaque coup par clic nous coûte 1 euro. Or, un couteau agricole, ce n'est pas un produit très coûteux. Donc, ça peut probablement être difficilement rentable de faire du SEA, alors que le SEO pourra l'être. Le SEO, on le verra un petit peu plus en détail, ça repose sur 4 piliers et il est fortement recommandé de les traiter dans cet ordre-là. Le premier, c'est le choix des mots-clés. On verra que c'est probablement la partie qui est souvent pas assez bien traitée par les SEO parce qu'elle n'est pas très agréable à faire, c'est pas la partie la plus intéressante et pourtant c'est la plus intéressante d'un point de vue rentabilité parce que si on choisit les bons mots-clés, derrière tout le reste de la stratégie va amener une rentabilité. À l'inverse, si on choisit mal ces mots-clés, il y a peu de chances pour que la stratégie SEO au global soit rentable. La partie technique, généralement, elle est plus axée finalement pour Google que pour l'internaute parce que souvent, vous allez mettre en place des actions qui auront peu d'impact visuel pour l'internaute, par contre, qui peut en avoir beaucoup pour Google. La sémantique, c'est quoi? C'est finalement le choix des mots. On va aider Google à bien comprendre notre page, à utiliser des termes variés pour que Google comprenne parfaitement ce dont on traite sur notre page. Et en dernier lieu, la popularité, donc ça passe par les backlinks, les liens entrants depuis d'autres sites vers notre site. Et c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Finalement, plus on parle de nous, plus on est populaire. Et plus on est populaire, plus on va facilement avoir de l'autorité. On en reparlera à la toute fin de cette vidéo. Et ça va permettre finalement de mieux positionner le site pour peu que les autres étapes aient bien été faites. Et on en reparlera. Mais il est important de traiter ces piliers dans cet ordre-là parce que sinon, par exemple, si vous décidiez d'attaquer la popularité sans avoir bien choisi vos mots-clés, sans avoir optimisé votre site et sans avoir des pages bien travaillées d'un point de vue sémantique, alors la rentabilité ne serait probablement pas au rendez-vous. Le choix des mots-clés, comme je vous disais, c'est une étape qui est trop souvent négligée et pourtant c'est celle finalement qui est peut-être la plus importante des quatre. Parce que si on ne choisit pas les bons mots-clés, on va se positionner sur des mots-clés qui n'apporteront pas du trafic qualifié. Et c'est important de garder à l'esprit lorsque vous faites votre stratégie SEO sur la notion de trafic qualifié. Parce que des visiteurs, ce n'est pas ce qui va remplir votre frigo. Ce que vous voulez, vous, c'est des clients potentiels. Okay? Donc, si vous voulez un bon ROI, un bon retour sur investissement, il va falloir faire le bon choix de mots-clés. Okay? L'optimisation technique, donc, ça facilite la vie à Google pour qu'il parcourt bien le site et qu'ils comprennent le site plus facilement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Google est loin d'être aussi malin qu'on l'imagine et il faut essayer de lui faciliter la vie. L'optimisation sémantique, donc c'est pour que le contenu soit riche, pour que Google comprenne bien, d'autant plus si vous avez des termes qui ont plusieurs sens. Par exemple, avocat, ça peut être le métier ou le fruit. Le netlinking, on dit souvent que ça représente entre 70 et 80% du SEO. On peut polémiquer probablement sur ce pourcentage, ça peut être moins, ça peut être plus, ça varie dans le temps également, l'expérience utilisateur prenant de plus en plus de poids, mais on peut schématiser ça comme un vote, et finalement plus vous aurez de votes, plus vous avez de chances de vous positionner dans Google. Les liens, gardez bien à l'esprit que c'était le cœur de l'algorithme de Google, le PageRank, si vous voulez faire quelques recherches. Et c'est ce qui a fait finalement la force de Google, mais c'est aussi un peu son talon d'Achille. C'est par cet axe-là qu'on peut assez facilement finalement le manipuler. On va voir quelques termes, on va pas trop en voir, mais qui vont être importants, je pense, pour que vous compreniez bien comment tout marche. Les crawlers, finalement, on pourrait dire que c'est des robots envoyés par les moteurs de recherche qui vont parcourir votre site de manière automatique, donc, et ensuite qui vont remonter les infos aux serveurs qui, eux, feront des calculs pour classer les pages. C'est un petit peu schématisé, mais l'idée, c'est juste que vous arriviez à bien comprendre finalement que ce n'est pas des êtres humains qui vont positionner votre page, même si pour certaines pages de recherche, il y a des humains qui interviennent, mais de manière générale, c'est plutôt fait de manière algorithmique, le positionnement des pages. Chez Google, les crawlers qui parcourent votre site, aujourd'hui,
le parcours comme si c'était des sites sur mobile, d'accord? Donc c'est pour autant qu'il faut impérativement, si vous faites une création de site ou une refonte de site, bien veiller à ce que votre agence web pense à ce que votre site soit mobile first ou à minima mobile friendly, d'accord? C'est-à-dire pensez plutôt votre site version mobile que sur version desktop, donc c'est-à-dire ordinateur. Les keywords. Alors les keywords, qu'est-ce que c'est en français? C'est mots-clés. Bien souvent, vous verrez qu'en SEO, d'ailleurs le mot SEO est un mot anglais, on utilise des termes anglais. C'est une des formations professionnelles, tout le monde utilise ça. La première chose à faire, en fait, ça va être de penser à l'intention de recherche. Alors l'intention de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le sens caché de la recherche. C'est-à-dire qu'est-ce que l'internaute a derrière sa tête lorsqu'il fait une recherche. Okay, ça va avoir un fort impact sur le taux de transformation en fonction de l'intention de recherche. Il existe plusieurs intentions de recherche. Elles peuvent être informationnelles, navigationnelles, transactionnelles ou commerciales. Une recherche informationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est que l'internaute recherche une information. Son envie, c'est d'apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. Ça peut être par exemple une réponse à une question ou alors un problème spécifique. D'accord? La plupart des recherches d'infos, ça inclut des questions, mais ça peut être également formulé sous la forme de sujets ou de mots-clés. Par exemple, si je tape comment affûter un couteau, eh bien, derrière, on ressent que c'est finalement une intention de recherche informationnelle. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je ne souhaite pas forcément acheter un objet qui va me permettre d'affûter un couteau, mais plutôt de savoir quels objets, par exemple, ou quelles techniques me permettent d'avoir un couteau qui sera affûté. D'accord? La recherche navigationnelle, là, c'est plutôt qu'on va chercher finalement une info par rapport à un site web ou une plateforme ou des choses comme ça. Ça inclut souvent, c'est pas obligatoirement le cas, mais le nom d'une marque. D'accord? Par exemple, on connaît une marque et on veut connaître une des fonctionnalités. Là, j'ai pris l'exemple de SAV Airbnb. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je veux contacter le SAV du site Airbnb, mais plutôt que de passer 10 minutes à chercher sur le site parce que c'est probablement plus ou moins caché, je vais taper SAV Airbnb dans Google et fort probablement dans le 3, 4, 5 premiers résultats, je vais trouver la bonne page du site Airbnb qui sera celle du SAV et ça fera gagner du temps à l'internaute. Il existe également la recherche transactionnelle. D'accord? L'internaute, en fait, il a l'intention d'acheter quelque chose. Et par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, c'est le type de requête qui est à privilégier. Mais c'est également le cas souvent pour les PME. Ça pourrait être, par exemple, le nom du service que vous proposez plus la ville. Par exemple, Plombier Saint-Étienne. Okay? Dans ce cas de recherche, l'internaute il a donc l'intention d'acheter quelque chose. On peut également la connaître sous le nom d'intention commerciale et ça s'applique à plusieurs types d'actions à vocation du coup commerciale. Ça pourrait être simplement le téléchargement d'un fichier ou alors la prise d'un rendez-vous, la génération d'un prospect, etc. Ici, on a pris la requête acheter couteau pas cher, mais ça aurait pu être par exemple prendre rendez-vous immédiatement, le bouton d'appel à l'action, et la requête aurait pu être finalement Plombier Saint-Étienne, et sur notre site, on aurait pu avoir un bouton prendre rendez-vous immédiatement. Dans ce cas-là, ça aurait été complètement une recherche transactionnelle, puisque finalement la personne cherche à faire une transaction. Dans l'autre cas, ça serait trouver un plombier. Une recherche commerciale, c'est plutôt axé finalement sur de la recherche d'informations généralement d'un produit ou d'un service spécifique. Par exemple, meilleur couteau pliant. Généralement, pour ce type de requête, l'internaute n'a pas encore complètement fait le choix de la solution qu'il veut. Il est encore au stade où il aimerait bien trouver soit des avis, soit des tests, ou des comparatifs. Okay, c'est pas le type de page qui convertit le plus, néanmoins, ça reste quand même des pages avec un taux de conversion qui est plutôt important. Long train et top keywords. Alors, la longue traîne, qu'est-ce que c'est? Finalement, la longue traîne, c'est l'opposition au top keyword. Donc, on va voir les top keywords tout d'abord. Les top keywords, c'est souvent des mots-clés qui sont courts ou très courts. Ils sont souvent composés d'un, voire de deux mots. C'est des mots-clés qui sont très concurrentiels et qui ont un volume de recherche important. A l'inverse, le taux de conversion souvent sur ce type de mots-clés n'est pas très bon parce qu'à ce stade de la recherche de l'internaute, si on revient un petit peu à notre intention de recherche, si on se met dans la tête de l'internaute, à ce stade, finalement, l'internaute, il n'a encore pas très bien cerné son besoin. D'accord ?
Néanmoins, au vu de la forte volumétrie de recherche de ce type de mots-clés, ça peut rester des mots-clés intéressants. Par exemple, l'internaute qui va taper mot-clé couteau, eh ben on se rend compte qu'en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il veut encore. Est-ce qu'il veut finalement un couteau pliant, un couteau à lame fixe? Est-ce qu'il veut un couteau pour du bushcraft? Est-ce qu'il veut un couteau de cuisine? Est-ce qu'il veut un couteau japonais, etc. Pour l'instant, il ne sait encore pas. Néanmoins, comme il y a un énorme volume de recherche, à terme, ça peut être des mots-clés qui sont intéressants. Néanmoins, pour commencer, généralement, c'est pas une science exacte et parfois ça peut être différemment, mais généralement, on essaye plutôt de privilégier des mots-clés de longue traîne. Pourquoi? Parce que c'est des mots-clés qui sont souvent plutôt longs, au moins 2 mots, mais souvent beaucoup plus, et ils se caractérisent par une volumétrie de recherche, donc un nombre de personnes qui le recherchent qui est souvent plutôt faible, mais il y a aussi une concurrence plutôt faible. Parce que par exemple, si on reprend notre exemple ici, couteau pliant rouge Opinel, il n'y a pas des centaines de boutiques qui proposent des couteaux pliants rouge Opinel. Or, le taux de conversion est souvent très bon parce que l'internaute qui va taper ce genre de requête, il sait souvent ce qu'il veut. L'internaute qui va taper couteau pliant rouge Opinel, c'est que dans sa tête, il a déjà défini qu'il voulait un couteau pliant de couleur rouge et de marque Opinel. Donc, pour peu qu'on propose ce produit-là à un bon prix et avec un délai de livraison et des tarifs de livraison abordables, il est fort probable qu'on réussisse à faire une vente. Comme il y a également moins de concurrence, on va souvent se positionner plus rapidement. Et souvent, il est plutôt recommandé, mais ce n'est pas encore quelque chose d'obligatoire, mais de taper d'abord des mots-clés de longue traîne et petit à petit de se diriger vers les top keywords. Comment on trouve nos mots-clés justement? Alors, pour trouver des mots-clés, on va s'appuyer sur 2 choses. Premier, son cerveau, et souvent c'est une très bonne source de mots-clés. Et la deuxième chose, des outils. D'accord? Donc la première étape, idéalement, ce que je vous recommande, c'est de lister tous les mots-clés auxquels vous allez penser, que ce soit des mots-clés informationnels, transactionnels, etc., que ce soit des top keywords, des mots-clés de longue traîne, peu importe. Dans cette étape-là, moi je vous conseille de ne pas vous limiter, en vous disant par exemple, ah non, ça va être trop dur à obtenir comme mots-clés, etc., etc. D'accord? Ne vous limitez pas et mettez autant de mots-clés que vous voulez. Le but aussi, c'est de faire appel à plusieurs personnes si vous pouvez, si vous êtes plusieurs dans votre entreprise par exemple, et plusieurs profils, que ce soit des débutants ou des experts. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des termes qui vont être plus variés. En effet, une personne qui débute dans un sujet ou une personne qui est experte depuis de nombreuses années vont peut-être pas donner le même nom à la même chose. Par exemple, si on reprend notre exemple, une personne qui aura un peu d'expérience va sans doute plutôt parler de SEO. À l'inverse, le terme référencement naturel sera souvent plutôt utilisé par des personnes qui débutent dans ce secteur-là. D'accord? Or, peut-être qu'il peut y avoir un intérêt justement à aller se positionner aussi bien sur la requête référencement naturel que SEO. Or, si vous faites appel par exemple qu'à des experts lors de votre brainstorming, peut-être que le terme de référencement naturel ne sortira pas parce que pour eux, ils se diront « Ah ben non, c'est pas un terme qu'ils ont l'habitude d'utiliser. » D'accord? Concernant les outils, il y a de nombreux outils pour découvrir les mots-clés. Alors, les plus connus en France sont Ahrefs, SEMrush, Rank-Explorer et Alloscan. Pour le marché français, clairement, les meilleurs sont Rank-Explorer et Alloscan. Rank-Explorer est probablement un petit peu plus user-friendly, il est un peu plus ergonomique. Alloscan, d'un point de vue ergonomie, est probablement moins top. Par contre, la base de données et la fiabilité des données est bien meilleure. Donc, si vous cherchez à trouver des bons mots-clés, optez pour l'un des deux et évitez plutôt Ahrefs et SEMrush qui, eux, ont l'avantage d'être un peu plus à 360, c'est-à-dire que vous aurez aussi des infos, par exemple, concernant les backlinks. Néanmoins, comme ils font un peu tout, ils sont moins bons. Donc, si vous voulez juste des mots-clés, vous pouvez très bien passer par ces outils, d'autant plus qu'ils proposent tous les deux des paiements mensuels. Donc, vous pouvez très bien prendre l'outil que pour un mois, faire votre stratégie de recherche de mots-clés et ne pas forcément le renouveler. Un autre outil très utile, c'est la Google Search Console. Alors ça, c'est valable uniquement si vous avez déjà un site et que par exemple, vous souhaitez aujourd'hui faire la recherche de mots-clés. Pour ça, tout simple, vous allez dans Performance, puis vous exportez vos mots-clés. Idéalement, choisissez la plage de durée la plus longue, d'accord? Donc de mémoire, ça doit être 16 mois. Pourquoi la plus longue? Parce que vous avez plein de mots-clés où finalement vous apparaissez juste en termes d'impression, parce que vous êtes peut-être mal positionné, vous êtes peut-être 80e ou 60e, or les gens ne vont jamais ou presque jamais aussi loin, donc du coup vous n'avez probablement aucun clic, peut-être peu d'impressions, mais peut-être que ça reste malgré tout des mots-clés intéressants, d'accord? Elle est très utile parce que ça vous permettra de voir des mots-clés qui sont inconnus des outils.
ou avec des volumes de recherche finalement qui seront différents des outils. Parce que les outils que vous avez là, ils se basent entre autres finalement sur les données que Google donne sur certains outils, Keywords Planner par exemple, ou les ads, et les volumes de recherche également. Or, vous verrez si vous comparez finalement ce que Alloscan ou Rank Explorer vous donne sur un grand nombre de mots-clés par rapport à des mots-clés que vous pouvez avoir dans votre Google Search Console, vous verrez que les volumes de recherche réels varient forcément par rapport à ces outils. Parfois c'est faible, parfois ça peut être important. Et vous allez peut-être voir des mots-clés avec des faibles volumes de recherche dans Alloscan ou Rank Explorer et à l'inverse, qui dans la réalité sont beaucoup recherchés. Et donc, ça a un gros avantage concurrentiel parce que vous allez probablement avoir plein de concurrents qui, eux, ne vont pas attaquer ces mots-clés, alors que vous allez peut-être les attaquer parce que vous aurez vu qu'il y a un vrai volume de recherche dans la Google Search Console. Quand on utilise des outils comme Alloscan par exemple, vous avez deux manières d'utiliser différemment. La première, c'est de taper votre top keyword et ensuite d'analyser les dérivés pour avoir toute une liste de mots-clés. Par exemple, si on reprenait notre exemple de tout à l'heure, on pourrait taper couteau et voir par exemple couteau pliant, couteau lame fixe, etc., etc. Mais une autre manière de travailler, ça va être, ce qui arrive par la suite, c'est d'analyser finalement vos concurrents. Pourquoi? Parce que vos concurrents ont peut-être déjà bien travaillé sur le SEO et en tapant vos mots-clés, les sites de vos concurrents, vous allez peut-être trouver des mots-clés auxquels vous n'avez pas du tout pensé. Et ça va donc peut-être vous permettre de découvrir des axes entiers auxquels vous n'auriez pas pensé à travailler si vous aviez juste mis vos top keywords. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire les trois méthodes. C'est-à-dire le premier, commencez par votre cerveau. Ensuite, de rechercher peut-être quelques mots-clés principaux pour faire une liste, mais aussi de passer par les concurrents. Les volumes de recherche. Alors, les volumes de recherche des outils, comme je vous l'ai dit rapidement, sont plus ou moins fiables, mais ils gardent quand même un intérêt. Parce que finalement, si vous voyez un mot-clé qui a par exemple 10 visiteurs ou un mot-clé qui a 10 000 visiteurs, eh bien vous savez que à taux de conversion égal, vous n'aurez pas finalement le même nombre de visiteurs. D'accord? Gardez bien à l'esprit ce que je vous marque ici. C'est que un mot-clé vous permet d'avoir des visiteurs, mais ce qui intéresse finalement un e-commerçant ou un chef d'entreprise, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, moi, ce que je vous recommande d'essayer de faire dans votre tête, ou vous pouvez le faire au format tableau finalement, mais c'est d'estimer un taux de conversion potentiel d'un mot-clé, d'accord, et le multiplier par le volume de recherche du mot-clé pour le qualifier. C'est-à-dire que si on prend par exemple une requête comme comment réparer produit ABC, imaginons qu'il est recherché 10 000 fois par mois, mais qu'il a un taux de transformation de 0,01%. Le taux de transformation, en effet, est probablement faible puisque la personne, l'intention de recherche derrière, c'est de la réparation, donc ce n'est pas de l'achat, c'est plutôt de comment améliorer mon produit. Néanmoins, possiblement que quelques internautes finiront par acheter le produit ABC puisqu'ils se rendront compte que c'est peut-être compliqué de le réparer et donc peut-être qu'un faible pourcentage finalement deviendront clients du produit ABC. Alors, si on a 10 000 visiteurs mais avec un taux de transformation de 0,01%, ça va générer une seule vente par mois. A l'inverse, si on cible le mot-clé achat produit ABC et qu'il n'y a que peut-être 100 personnes par mois qui le recherchent, mais que le taux de transformation est de 5%, ce qui est un taux de transfo plutôt moyen puisque ça oscille entre 1 et 10% en général, et bien ça va faire 5 ventes par mois. Donc 5 fois mieux alors que on voit que le volume de recherche de base est beaucoup plus faible. Tout ça pour vous dire que ne vous basez pas que sur le volume de recherche, mais plutôt essayez de vous dire combien de clients potentiels je vais pouvoir faire sur ce volume de recherche. D'accord? C'est très important parce que bien souvent, quand les gens font une étude stratégique pour du SEO, ils se contentent uniquement de regarder les volumes de recherche. Or, finalement, ce n'est pas une donnée hyper pertinente. D'accord? On va parler rapidement de All In Title et de In Title. Alors, un beau mot-clé, finalement, c'est quoi? C'est un mot-clé aussi, on va pouvoir se positionner avec une certaine certitude. Dit autrement, si demain vous vous dites « Ah, très bien, je vois que le mot-clé assurance, il y a énormément de personnes qui le recherchent, ou assurance voiture par exemple, moi je suis un petit assureur de province, très bien, ça peut être pertinent. » En effet, sur le papier, probablement qu'on peut espérer avoir un taux de conversion très correct, un gros volume de recherche également. Néanmoins, la concurrence est absolument féroce et on sait, en étant SEO, que
en étant un simple indépendant, on n'arrivera jamais à se positionner sur une requête comme assurance voiture parce que c'est vraiment des mastodontes qui ont de très bonnes stratégies SEO et aussi un très gros budget pour se positionner dessus. On va donc essayer aussi, quand on choisit nos mots-clés, de prioriser les mots-clés où on va pouvoir se positionner de manière certaine ou presque certaine, ou tout du moins avec un certain optimisme. Pour mesurer la compétitivité d'un mot-clé, tous les outils disposent de leur propre métrique pour mesurer la difficulté. Malheureusement, aucune n'est fiable, et j'en vais rajouter loin de là, puisque bien souvent, vous verrez des mots-clés, ou notamment par exemple SEMrush ou Ahrefs, vous donneront des mots-clés comme étant soi-disant extrêmement faciles à vous positionner, alors qu'en réalité, si vous prenez 5 minutes pour analyser en détail les concurrents, vous verrez que c'est mission impossible. D'accord ? À l'inverse, parfois, ces outils vous disent qu'il est très difficile de se positionner. D'accord ? Souvent, vous verrez des keyword difficulty sur les outils. Et à l'inverse, vous verrez que parfois, ils vous donnent des keyword difficulty très élevés, alors que sur la SERP, il n'y a peut-être qu'un mastodonte et que tous les autres sont assez simples à battre. D'accord ? Donc, si on veut bien analyser de manière très précise la difficulté d'un mot-clé, il vaut mieux analyser la SERP, donc la page des résultats de recherche de Google. D'accord ? Pour ça, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. D'abord, la commande InTitle et AllInTitle, elles sont très intéressantes car elles permettent de voir combien finalement de balises title contiennent le mot-clé donné. Alors, qu'est-ce que c'est que la balise title? On verra un petit peu plus tard. C'est notamment ce que vous voyez ressortir dans les résultats de recherche de Google quand vous tapez une requête, mais c'est également ce qui apparaît dans votre onglet de navigateur. C'est un élément qui est assez important dans Google en optimisation pour réussir à se positionner sur un mot-clé. Or, finalement, si un internaute a mis cette balise title, ce mot-clé dans la balise title, c'est probablement qu'il souhaite se positionner dessus. Généralement, on se dit souvent que s'il y a moins de 2000 résultats pour lesquels il y a eu ce mot-clé dans une balise title, c'est plutôt un mot-clé simple. Attention, ce n'est pas une science exacte. Parfois, vous pourriez avoir que 500 personnes et pour autant avoir énormément de difficultés. À l'inverse, parfois, vous pouvez avoir 5 ou 6 000 finalement résultats et malgré tout, vous positionnez facilement. Néanmoins, si vous deviez gagner qu'un indicateur, souvent, on part du principe que s'il y a moins de 2000 finalement résultats, donc moins de 2000 concurrents qui ont dans leur balise title votre mot-clé, généralement, c'est plutôt atteignable. D'accord ? Faites très attention parce que de plus en plus, la balise InTitle renvoie des dingueries de la part de Google, c'est-à-dire que si vous la tapez plusieurs fois, vous auriez des résultats différents. Donc, elle reste à prendre avec des pincettes. C'est un indicateur, mais n'hésitez pas à jeter manuellement un œil à votre SERP pour aussi vous faire votre propre idée. Un autre élément à prendre en compte, c'est aussi l'autorité des sites. D'accord ? En effet, si pour un mot-clé dans la SERP, vous voyez apparaître un très grand nombre de sites avec beaucoup de RD, RD ça veut dire Referring Domains, donc en français domaine référent, donc dit autrement, de sites différents qui font des liens, on verra ça vers la fin de la formation. Si vous voyez des sites avec un grand nombre de domaines référents, alors dans ce cas-là, vous savez que ça sera probablement compliqué de se positionner. Si on reprend par exemple notre exemple tout à l'heure de assurance voiture, vous verrez que tous les sites ont énormément de domaines référents. D'accord ? Le Trust Flow, c'est une métrique qui est proposée par un outil qui s'appelle Majestic. On verra ça aussi à la fin de la formation. Je suis très critique sur cette métrique. Néanmoins, elle donne un certain ordre d'idée. Et si vous voyez par exemple que des sites avec de très gros Trust Flow, vous pouvez vous dire « Aïe, ça part plutôt mal. » D'accord ? Attention, essayez toujours de regarder plusieurs éléments et pas qu'un seul. Pas que le nombre de RD, pas que le TF. Mais c'est un ensemble d'éléments qui vous fera penser que oui, ça doit être plutôt facile ou à l'inverse, non, ça va être plutôt compliqué pour se positionner. Abordons maintenant l'optimisation technique. Comme vous l'avez compris, l'optimisation technique, il va s'agir en fait de faire en sorte que notre site soit bien compris par Google et que tous les éléments techniques, c'est-à-dire du code finalement, on va le voir en détail, parle à Google et qu'on lui indique finalement ce qui est important et bien travailler tout ça. On va commencer par la balise title. Alors la balise title, c'est probablement une des plus importantes dans le SEO. Alors donc pour la partie on-site, c'est-à-dire sur les modifications qu'on peut faire sur notre site.
Et elle cumule finalement deux facteurs importants. La première, c'est qu'elle est prise en compte par Google dans son calcul au niveau de l'algorithme. Et la deuxième, c'est qu'elle ressort dans les SERP, donc dans les pages de résultats de recherche de Google. Ok ? Pourquoi est-ce que j'ai précisé ça? C'est d'abord, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'elle soit optimisée finalement pour Google. On va le voir tout de suite comment. Mais aussi qu'elle reste intelligible pour l'internaute et intéressante parce que comme elle ressort dans les pages de résultats de recherche de Google, il faut qu'elle donne minimum envie de cliquer dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de mettre des mots-clés les uns à la suite des autres. Il faut quand même que ça reste un minimum intelligible pour que l'internaute ait envie de cliquer dessus. Ok ? Dans l'idéal, pour faire une bonne balise title, on essaye idéalement de commencer par le mot-clé principal qu'on veut travailler. Et sur le reste de la balise title, on va essayer de le préciser, idéalement avec des dérivés du mot-clé ou des éléments complémentaires au mot-clé qu'on veut travailler. D'accord ? La balise title, sa longueur, elle est souvent communiquée autour de 60 caractères, mais en réalité, il vaut mieux souvent partir un petit peu moins, notamment à cause du mobile, où parfois, ça fluctue dans le temps, parfois la balise title a tendance à se raccourcir un petit peu sur les mobiles, et si vous voulez éviter d'avoir les 3 petits points à la fin de votre balise title, il vaut mieux avoir une balise title finalement un tout petit peu trop courte, plutôt qu'une balise title trop longue, parce que sinon, elle va être raccourcie par Google. Okay ? Et donc, ça sera moins... quelque chose qui donnera moins envie d'être cliqué pour l'internaute. La majorité des internautes, là je vous le rappelle, naviguent sur mobile et plus sur desktop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, statistiquement, alors ça dépend encore les thématiques, etc. Mais statistiquement, il y a plus de la moitié des visiteurs que vous avez sur votre site qui viennent depuis mobile. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle reste courte. Comme je vous le disais, elle doit rester intelligible, c'est-à-dire que ça doit quand même donner idéalement envie de cliquer. Par exemple, si j'avais couteau pliant, une bonne title, ça aurait pu être couteau de poche pliant 100% français. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on voit finalement qu'on a couteau pliant. Néanmoins, on peut également rajouter 2 poches, puisqu'on sait qu'en SEO, couteau de poche, c'est une requête qui est cherchée. Et 100% français, ça peut également peut-être parfois être recherché, j'imagine, couteau 100% français. Mais également, ça va peut-être donner un petit peu plus envie de cliquer, parce que si l'internaute voit ça, il se dira peut-être « Ah bah tiens, je veux voir ce que c'est », puisque c'est fait chez nous plutôt qu'à l'autre bout du monde. Je précisais que le 100% français, voilà, ça vous permet de cibler de la longue traîne, mais c'est surtout, je pense ici, plutôt un argument commercial. La balise métadescription, elle n'est pas prise en compte par l'algo de Google de manière directe, mais elle ressort dans les pages de résultats de recherche de Google. Son unique objectif, c'est de donner envie de cliquer. Mais comme on le sait, en fait, les actions finalement des internautes sur les pages de résultats de recherche de Google sont prises en compte. Donc, certes, elle n'est pas prise en compte par l'algo de Google de manière directe, c'est-à-dire que si vous placez ou pas des mots-clés, ça ne va pas influencer directement. Néanmoins, étant donné que celle-ci finalement va permettre d'avoir plus de clics, ça va de manière indirecte influencer un petit peu votre positionnement, puisqu'on sait qu'un site qui reçoit plus de clics a tendance à bien mieux se positionner qu'un site qui, lui, ne reçoit pas de clics, et c'est logique. Ici, je vous ai pris l'exemple toujours de couteau pliant. Une bonne métadescription aurait pu être achat de couteau pliant parmi une large sélection de marques comme Opinel, Layol, Victorinox ou Gerber, livraison gratuite possible des 25 €. Okay ? On voit qu'elle respecte la taille maximale d'une métadesk. On voit des marques connues pour les personnes qui s'intéressent au couteau, une proposition d'offres claire, avec le prix notamment, l'argument commercial, etc. Gardez à l'esprit que de plus en plus, voire même maintenant presque de manière constante, Google retravaille les balises métadescription. Donc ne passez pas non plus des centaines d'heures sur vos balises métadesk, puisque souvent elles sont modifiées par Google. Néanmoins, ça reste une bonne pratique d'essayer de les faire le plus orienté intention d'achat possible. Les balises HN, alors N étant un nombre à remplacer, on va le voir tout de suite. Donc, si on devait appliquer en fait finalement l'équivalent d'une balise HN au monde du livre, eh ben la H1, ça serait le titre du livre. Pourquoi ? Parce qu'on doit voir qu'un titre. Alors là, dans notre cas, c'est un titre par URL, donc par page sur notre site. Chaque page de notre site doit avoir une seule H1, qui doit être d'ailleurs différente suivant les pages, puisqu'on ne doit pas avoir plusieurs pages qui répondent à la même intention de recherche. Okay ? Les H2, ça correspondrait au chapitre, etc., etc. Des H2, comme dans un livre, on peut avoir plusieurs chapitres, à l'inverse du titre du livre, où on ne doit en avoir qu'un seul. D'accord ?
Essayez de rester raisonnable concernant le nombre de H2 et évitez de mettre 250 H2 sur une page, ce ne serait pas logique. Néanmoins, vous pourrez en mettre largement plusieurs. Idéalement, là je vous précise, essayez de mettre au niveau de balisage 1 le mot-clé principal mais exprimé de manière intelligible. Par exemple, si je choisissais couteau randonneur, idéalement en H1, je mettrais plutôt couteau pour les randonneurs ou pour le randonneur, mais pas juste couteau randonneur, ok? C'est pas pour autant que ça va vous nuire d'un point de vue SEO, c'est même plutôt l'inverse. Et quand l'internaute va arriver sur la page, c'est quand même plus logique de voir marqué couteau pour les randonneurs que couteau randonneur. Les balisages hreflang vous seront utiles surtout et uniquement même si vous visez l'international. Les balisages hreflang, en fait, elles vont permettre d'indiquer à Google quelle langue on cible par page. D'accord? Par exemple, ça pourrait être un balisage hreflang FR, comme on peut voir ici, si on cible la France pour les Français. Si on ciblait la France, le français pour la Suisse, ça serait FR-CH. Si c'était l'Espagne pour les Espagnols, ça serait ES-ES, etc., etc. Ici, vous voyez que quand on utilise balisage hreflang, en fait, on va faire des alternates. Ici, par exemple, on préciserait à Google que la page monsite.fr/suisse avec la hreflang fr-ch est finalement une copie de la page française. D'accord? C'est important pour éviter ce qui s'appelle le duplicate, c'est-à-dire pour éviter que Google pense qu'on fait du plagiat entre nos pages. D'accord? Là, on va lui expliquer que cette page-là, elle existe parce qu'elle cible la Suisse et que c'est finalement une sorte de copie de la page qu'on aurait pu faire par exemple pour la France. Le fichier robot.txt, c'est un petit fichier que vous placez à la racine de votre site. Il a assez peu d'intérêt, ce que je vous marquais, si ce n'est pour indiquer l'emplacement du fichier sitemap, qui lui indique en fait toutes les pages de votre site que vous voulez faire connaître à Google. Pourquoi je vous dis qu'il a assez peu d'intérêt? Parce qu'en fait, vous allez dire aux différents robots les pages que vous ne voudriez pas qu'ils visitent, qu'ils crawlent. Néanmoins, les robots, en fait, parfois, ignorent ça. Par exemple, le robot de Majestic ignore le fait que vous puissiez interdire l'accès au site. Même si vous lui interdisez l'accès au site, il va quand même y aller. Donc, dans ce cas-là, on rentre un tout petit peu plus dans la technique, mais on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Si vous voulez bloquer certains robots ou certaines pages, mieux vaut utiliser ce qui s'appelle le htaccess. Alors, ça dépendra du type de serveur que vous utilisez, mais la plupart des serveurs sont en Apache, donc du coup, ça serait plutôt un fichier htaccess. Si vous avez le moindre doute, vous demandez à votre dev, lui, il comprendra et il saura faire ça. Le fichier htaccess, justement, comme je vous le reprécise ici, c'est pour les serveurs Apache et ça permet donc de donner des instructions au serveur directement de ce qu'il doit faire. Ça peut par exemple permettre de rediriger une URL, c'est-à-dire que vous aviez une URL qui n'existe plus. Une bonne pratique est de faire une redirection 301, c'est-à-dire qu'on va dire à l'internaute, mais aussi à Google, et c'est surtout Google dans ce cas-là qui nous intéresse, on va lui dire voici la nouvelle page. Et ça évite finalement que Google se prenne une 404, c'est-à-dire une sorte de porte fermée, l'ancienne page à laquelle il ne pourrait pas accéder. Le htaccess peut aussi vous permettre de protéger des dossiers ou des fichiers finalement par mot de passe. Ça peut également être l'accès finalement au back-office de votre site, protégé par un mot de passe avant le mot de passe classique que vous avez par exemple si vous utilisez WordPress, ce qui permet de grandement limiter finalement les possibilités de se faire pirater. D'accord ? Le terme indexation, vous l'entendrez assez souvent si vous vous intéressez plus en détail au SEO. Ça consiste finalement à faire apparaître dans l'index de Google certaines URL. Okay, à l'inverse, vous verrez que certaines URL de votre site ne méritent pas d'apparaître, selon moi, dans l'index de Google pour ne pas peser négativement. D'accord ? Dans ce cas-là, on va les mettre en no-index, c'est-à-dire qu'on va demander à Google de ne pas les indexer, donc de ne pas en tenir compte dans son calcul algo. Par exemple, j'ai tendance à mettre les pages contact et mention légale en no-index. Certains SEO, eux, préfèrent les mettre parce qu'ils pensent que c'est mieux. J'ai encore vu aucune étude qui démontre particulièrement l'intérêt d'une ou d'autre sélection. Néanmoins, sachez que choisir de passer une page en no-index permet de dire à Google ne tient pas en compte de cette page. A l'inverse, vous remarquerez probablement quand vous intéresserez au SEO que Google devient de plus en plus mauvais pour bien indexer toutes les pages
Et donc, si vous sortez de nouvelles pages sur votre site, c'est important de suivre leur indexation. Pourquoi Google devient de plus en plus mauvais? Parce qu'avec l'avènement de l'IA, finalement, là où avant un contenu coûtait de l'argent, beaucoup d'argent même parfois, et donc il y en avait peu de produits globalement sur le web, aujourd'hui, produire du contenu ne coûte presque plus rien, par conséquent, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est important de suivre l'indexation de son site. Idéalement, je vous recommande de passer directement par la Google Search Console parce que vous aurez la vraie info et en plus, c'est gratuit. Si une URL n'est pas indexée, il faut d'abord et avant tout vérifier si elle n'a pas un souci particulier. Est-ce que ma page n'est pas une page vide? Ça peut arriver. Est-ce que la page n'est pas en no-index? Peut-être que j'ai oublié d'enlever une balise que j'avais mis à un moment donné, etc., etc. Et ensuite seulement, si elle doit être indexée finalement, vous pouvez soit la soumettre par la Google Search Console, soit passer par des outils type Index Me Now qui lui permettent de forcer l'indexation. Attention, si vous disposez de la Google Search Console pour votre site, il est préférable d'utiliser la GSC parce que ça sera probablement souvent bien plus efficace de passer par un outil. Néanmoins, ce type d'outil est extrêmement utile, notamment si ce n'est pas votre site ou que vous n'avez pas la GSC dessus. Le terme mobile friendly, qui va presque être maintenant à force être remplacé par le terme mobile first, c'est tout simplement, est-ce que mon site s'affiche de manière correcte pour Google au niveau mobile? En effet, comme on l'a déjà vu, Google navigue sur votre site comme un site mobile. Or, on le voit particulièrement pour les sites qui sont un petit peu vieillissants. Parfois, l'affichage peut sembler complètement cassé lorsque l'on est sur mobile. Et ça, c'est vraiment un élément qui va freiner votre positionnement sur Google. Par conséquent, si vous faites un nouveau site ou que vous refaites un site, c'est-à-dire faites une refonte, je vous recommande très fortement de veiller à ce que le site soit mobile first, idéalement, c'est-à-dire penser avant tout pour le mobile et finalement transposer pour la version desktop ordinateur. Le terme de rich snippet, qu'est-ce que c'est que les rich snippets? C'est les résultats enrichis. C'est indispensable, notamment si vous avez un site e-commerce. Ok? Pourquoi c'est indispensable? Alors, non pas parce que ça va influencer de manière directe le SEO, mais plutôt un petit peu comme la métadescription tout à l'heure, parce que ça va vous permettre d'afficher plus d'éléments dans les SERP, dans les pages de résultats de recherche de Google, et donc d'améliorer votre taux de clic. D'accord? Ça vous permet d'occuper plus d'espace dans les résultats de recherche de Google. Et plus vous occupez d'espace, plus vous avez de chances d'avoir de clics. Et plus vous avez de chances d'avoir de clics, plus vous en aurez et plus vous apparaîtrez en haut des résultats de recherche de Google. D'accord? Attention, c'est pas parce que vous avez tout bien fait vos rich snippets que tout est bien configuré qu'ils ressortent. Google parfois fait apparaître ou retire certains rich snippets. C'est pas dramatique, faut juste savoir que parfois vous pouvez avoir des rich snippets qui disparaissent et qui reviennent un petit peu plus tard. D'accord? Ici, vous voyez des exemples de rich snippets. Alors déjà, on voit les images, mais on voit également les notes, le nombre de notes, et également les prix. D'accord? Tout ça, finalement, c'est quelques petits éléments, mais qui permettent d'apparaître beaucoup plus dans la SERP. En plus, ça donne des informations utiles pour l'internaute. C'est-à-dire que là, si par exemple, il avait un petit budget, il voit qu'il y a des couteaux qui commencent à un prix très abordable. À l'inverse, s'il est plutôt les couteaux premium avec une lame de Damas, par exemple, ou des choses comme ça, on voit qu'ils ont aussi du haut de gamme. D'accord? Ça permet de manière indirecte, finalement, de montrer qu'on aura une gamme assez large de produits. La vitesse de site, c'est absolument indispensable et plus le temps passe, plus ça va le devenir. Pourquoi c'est indispensable? D'une part, pour faciliter la vie à Google, parce que plus le site est rapide, moins il aura de mal finalement à naviguer sur votre site, à maillage interne, etc. identique. Et aussi pour l'internaute, parce que de plus en plus d'internautes naviguent depuis le mobile, on l'a vu, et donc, par conséquent, le débit est souvent un peu plus faible que lorsqu'on fait ça depuis un ordi. Donc, plus le site est rapide, plus l'internaute a de chances de voir rapidement ce qu'il attend et ça évitera qu'il fasse marche arrière. Pour mesurer la vitesse de votre site, il y a deux solutions et moi je vous recommande d'utiliser les deux. Alors la première c'est la GSC et ou l'outil Google PageSpeed. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de voir la vitesse de votre site vue par Google. Mais il y a également l'outil GTmetrix qui est gratuit et qui vous permet finalement de voir la rapidité de votre site, mais également ce qui s'appelle le waterfall, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes lors du chargement de votre site. Et ça permet en fait parfois de voir de manière très visuelle, puisque vous verrez c'est une sorte d'histogramme,
horizontale, de voir quels éléments. Et parfois, vous verrez que c'est juste une image ou une vidéo, des choses comme ça, qui flinguent l'intégralité de la vitesse de la page et qui nuisent à la vitesse du site. De la même manière, je vous recommande non seulement de mesurer la vitesse de votre page d'accueil, mais surtout, et presque en priorité plutôt, les pages catégories et produits pour les sites e-commerce ou les pages services. Qu'est-ce qu'une page service pour rappel? Ça peut être par exemple plombier plus nom de la ville, si vous êtes un plombier dans une ville. Voilà. Donc les pages qui génèrent du business. Parce que la page d'accueil, c'est cool, mais en fait la page d'accueil, c'est rarement celle qui va générer du business pour vous. Elle reste importante puisque beaucoup d'utilisateurs vont atterrir sur votre page d'accueil, mais ce n'est pas la seule qui est importante. Petit rappel, voilà, donc Google PageSpeed vous permet de mesurer la vitesse du site. Rappel également, avoir un site rapide aujourd'hui, ça ne vous apportera aucun bonus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez un site rapide que vous rankerez mieux. A l'inverse par contre, si votre site est lent, oui, là vous risquez d'avoir une pénalité de ranking. C'est-à-dire que si votre site met 15 secondes à charger, ben en fait, vous allez probablement avoir de grosses difficultés à ranker. Et c'est assez logique. L'internaute va probablement, rarement patienter 15 secondes pour avoir votre site. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter la page, revenir en arrière sur Google et cliquer sur un de vos concurrents. L'URL rewriting, maintenant, c'est quelque chose qui devient d'office présent, notamment sur les CMS modernes, PrestaShop, WordPress, etc. Et en fait, ça permet d'avoir des URL propres, donc des noms de pages, on pourrait dire, si on voulait dire autrement, propres. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple monsite.fr/couteau plutôt que monsite.fr/page égale 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Pourquoi c'est une bonne pratique à faire? Parce que déjà, ça permet d'avoir le keyword dans l'URL. Or, on sait que c'est un élément qui a un très léger impact pour Google. Mais surtout, c'est beaucoup plus facile de partager une URL comme ça. C'est plus élégant également. Tous les CMS modernes l'appliquent. Néanmoins, si vous aviez un vieux CMS qui ne l'avait pas et que vous faites une refonte, ça peut être l'occasion de justement passer sur des URL propres grâce à l'URL rewriting. D'accord? Les images, elles ont de l'intérêt pour les sites e-commerce, mais également pour les sites vitrines, surtout quand le visuel du produit finalement est la principale cause d'achat. Néanmoins, Google, lui, ne les comprend pas particulièrement. Donc, il faudra bien penser à renseigner les balises alt, c'est ce que je vous indique ici. Mais idéalement, ça serait top d'avoir des images uniques, ce qui, en 2025, est encore beaucoup plus facile, puisque grâce à l'IA, aujourd'hui, on arrive à générer des images quasi photoréalistes, voire photoréalistes suivant les solutions utilisées, pour un coût très modique. Idéalement, des images légères, pour que ce soit rapide à charger. TinyPNG, par exemple, c'est un outil gratuit où vous pouvez uploader vos photos. Il vous les comprime de manière plutôt efficace. C'est important aussi d'avoir des images bien dimensionnées. On voit trop souvent sur des sites internet des images qui ont peut-être été optimisées par TinyPNG, mais qui en fait n'ont pas les bonnes dimensions. C'est-à-dire que si on a besoin d'afficher une image qui fait grosso modo la taille d'un timbre-poste sur une page, pourquoi est-ce qu'on fournit une image en 1024 qui prendrait tout l'écran alors qu'on peut la redimensionner et donc drastiquement réduire son poids. Okay, essayez toujours donc d'avoir des images uniques, le plus attrayant possible bien entendu, notamment si derrière vous souhaitez les déployer par exemple sur Pinterest pour générer plus de visites sur votre e-com, mais également bien optimisé et dimensionné. Une balise canonicale, ça va être utile particulièrement si vous avez un e-com. La balise canonicale, en fait, elle permet d'indiquer à Google que certaines pages sont des copies. Vous vous rappelez peut-être du terme canonical, on l'a vu tout à l'heure avec les hreflang. Eh bien, en fait, on n'est pas obligé de faire ça entre des langues, on peut faire ça également entre plusieurs URL. Par exemple, si on a plusieurs coloris, d'accord? Ça permet donc de préciser à Google qu'on a un même produit avec des coloris différents, par exemple, et donc de lui indiquer que les autres couleurs sont la copie finalement d'une couleur principale. Ça évite d'avoir à générer des descriptions pour chaque fiche produit, etc. Voilà, c'est particulièrement utile quand on a plein de coloris pour un seul produit. Les filtres sur les e-commerce, pour premier avantage, de faire gagner du temps à l'internaute. Ça lui permet en fait de faire afficher de manière beaucoup plus rapide les produits qui lui intéressent. Néanmoins, certains filtres peuvent parfois correspondre en fait à des requêtes qui sont intéressantes d'un point de vue SEO. D'accord ? Dans ce cas-là, il faut essayer de veiller à ce que le filtre soit indexable pour que Google puisse à terme faire ranker la page. D'accord ? Idéalement, on va essayer dans ce cas-là, lorsque l'on indexe un filtre,
de rajouter du texte, parce qu'on sait que Google aime avoir du contenu. À l'heure où je vous parle, sur une page catégorie, puisque les filtres sont quasiment exclusivement sur des pages catégories, on sait qu'avoir entre 300, 350, 400 mots, il faut éviter d'avoir plus actuellement, mais peut-être que ça rechangera de nouveau à l'avenir. En tout cas, avoir un petit peu de texte sur les catégories, c'est intéressant. Donc du coup, une fois qu'on aura indexé un filtre, qu'est-ce qu'on fait? On veillera à ce que sur cette page-là, il y ait également un peu de texte. On essaiera d'envoyer des liens sur cette page, etc., etc. Comme finalement pour n'importe quelle page classique du site. D'accord? La pagination, c'est un souci qui se pose principalement sur les blogs. Ça peut aussi arriver sur des e-com, mais c'est beaucoup plus rare, d'accord? Et c'est important en fait de bien paginer votre crawler, votre site, pour que justement le crawler, lui, puisse en fait bien naviguer sur le site et bien voir toutes les pages. Idéalement, on vous recommande en fait d'utiliser un format de page comme suit, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, etc., etc., jusqu'à 999. Pourquoi c'est préférable de mettre ça plutôt que suivant? Parce que suivant, en fait, souvent, on remarque qu'il se limite à la page 2, il ne va pas au-delà. Or, si vous avez tout ça, il aura beaucoup plus de facilité à naviguer sur la majorité des pages que vous avez, et donc de continuer à indexer votre page, de leur envoyer du jus, de les crawler, etc., etc. D'accord? Les erreurs qui peuvent exister sur votre site. Alors, il y a deux grands types d'erreurs. Les erreurs de type 400 et les erreurs de type 500. Les erreurs de type 400, par exemple une 404, c'est des erreurs qui sont liées aux pages. D'accord? Par exemple, une 404, ça veut dire que la page n'existe pas. Tout à l'heure, je vous parlais, quand une page change, par exemple, si vous aviez un t-shirt coloris bleu que vous n'en avez plus, eh bien, que vous supprimez finalement cette fiche produit de votre CMS, vous allez avoir une erreur 404. Donc c'est là où il faudra faire une redirection 301 qui se passe notamment dans le fichier htaccess dont on parlait tout à l'heure. Les erreurs 500, quant à elles, sont des erreurs liées au serveur. D'accord? Si votre site connaît des erreurs 500 et répétition, c'est finalement des erreurs serveur. Ça va grandement nuire à votre SEO. Si vous voyez que de manière régulière, vous avez des erreurs 500, rapprochez-vous et de votre dev et de votre hébergeur pour voir pourquoi et pour fixer ça de manière assez rapide. Parce que c'est des éléments qui vont vraiment nuire à votre SEO. Le CTR, nous en avons déjà brièvement parlé tout à l'heure. Le CTR veut dire Click-Through Rate, c'est-à-dire le taux de clic finalement que votre site reçoit sur la SERP de Google. C'est un critère qui prend de plus en plus de poids chez Google. Son principe finalement c'est simple, c'est quoi? C'est que Google, il commence d'abord par positionner ses résultats de manière algorithmique par rapport aux différents critères qu'on a vus au niveau des piliers du SEO, c'est-à-dire l'optimisation technique, sémantique et les liens de votre site. Néanmoins, en fait, Google a bien compris que c'était imparfait. Or, il s'est dit, Google, on va essayer de prendre l'avis, entre guillemets, des internautes, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le comportement des humains. Or, si finalement un site qui, à la base, était par exemple positionné 6e, reçoit une majorité des clics, Google va se dire, ok, ce site finalement est peut-être plus légitime que les autres, je vais le positionner au-dessus. A l'inverse, si Google vous positionne premier mais que personne ne clique sur vous, il va probablement se dire que finalement vous n'étiez pas si pertinent que ça pour être premier et il vous déclassera. C'est important de veiller à ce que justement votre site réponde à l'intention de recherche, c'est-à-dire que vous correspondiez à ce que veut l'internaute, parce que à l'aide notamment de backlinks, on va pouvoir réussir temporairement à placer son site plutôt en haut de Google. Néanmoins, si vous ne répondez vraiment pas à l'intention de recherche, eh bien, vous allez forcément retomber au niveau des positions. La structure de site, également connue sous le nom de maillage, est très importante, particulièrement lorsque votre site comporte de nombreuses pages. Si vous êtes un petit artisan, par exemple, avec simplement quelques services, ça va être super facile parce que vous avez peut-être 5-6 pages, Google les aura vues en un clin d'œil, il n'y a aucune difficulté pour naviguer dessus, etc. Néanmoins, si vous êtes par exemple un e-com et que vous avez des milliers ou dizaines de milliers ou des centaines de milliers de produits, ça va devenir tout de suite plus complexe. Donc, il faut veiller en fait à ce que l'arborescence, on pourrait dire le squelette finalement de votre site, soit bien pensé. Idéalement, on recommande à ce que toutes les pages du site se trouvent à 3 clics maximum de la page d'accueil. Parfois, c'est plus complexe, notamment pour des sites e-com, mais ça reste une bonne pratique à essayer de garder, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des pages qui se retrouvent à 10 clics de la page d'accueil, parce que sinon, on sait qu'il n'y aura pas de jus, de puissance, de PageRank finalement, qui sera passé sur cette page. D'accord ? En interne, autant que possible, on va essayer de lier les pages les unes les autres
pour peu que ça reste pertinent. Attention à ne pas lier n'importe comment toutes vos pages. Néanmoins, s'il y a un vrai intérêt, essayez de faire du lien entre vos pages, particulièrement depuis n'importe quelle page vers vos pages produits, catégories ou les pages services. D'accord? Par exemple, si vous faites un article de blog et vous partez du fait qu'un couteau doit être affûté avec une méthode X, alors faire un lien justement depuis cet article de blog vers la méthode X, ça peut être pertinent. Mais ce qui serait encore mieux presque, c'est que dans votre article, si vous parlez par exemple de couteau pliant, hop, vous faites un lien vers votre catégorie couteau pliant, parce que à chaque lien, vous allez permettre de passer un tout petit peu de jus en interne. Et plus vous en faites, mieux ça sera. Attention, en interne, on peut abuser des encres de lien. On verra ça plus tard dans la formation lorsqu'on en parlera des backlinks. En tout cas, gardez à l'esprit qu'en interne, on peut ancrer sur ces liens. Donc, abusez autant que possible d'encre optimisée. C'est-à-dire que par exemple, si je fais un lien vers la page couteau pliant, j'essaierai de faire mon lien sur le texte couteau pliant. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va en reparler parce que c'est très important. Une page doit correspondre à une intention de recherche, d'accord? C'est probablement un des éléments qui est le plus important à comprendre quand vous allez faire notamment votre structure de site. Parce qu'une page doit correspondre à une intention de recherche, mais vice-versa, pour une intention de recherche donnée, je dois avoir qu'une page, d'accord? Si vous faites plusieurs pages pour une intention de recherche, par exemple pour couteau pliant, si j'ai créé 30 pages qui parlent de couteau pliant, ça ne va pas être bon. Parce que finalement, vous aurez probablement aucune de vos pages qui va vraiment bien se positionner ou ça va faire le yo-yo entre plusieurs pages. Tantôt vous aurez une page qui se positionnera, tantôt une autre, etc. Donc veillez idéalement à n'avoir qu'une seule page qui répond à une intention de recherche et vice-versa. C'est assez compliqué de savoir, donc moi je vous recommande d'utiliser le site one2pages.com qui est gratuit. Vous mettez votre premier mot-clé, vous mettez votre deuxième, et lui va vous dire si vous devez avoir qu'une page ou deux pages. Comment ils font? Pas de magie, ils vont simplement regarder les deux SERP des deux mots-clés, les comparer, s'il y a plus de la moitié des pages qui sont identiques, alors on fait qu'une page, sinon on en fait deux. Maintenant, on va parler d'optimisation sémantique et de manière plus générale, en fait, on va parler de contenu. Tout d'abord, on va commencer par la notion de page pauvre parce que malheureusement, elle est encore assez présente sur pas mal de sites, notamment des sites qui ont été faits par le passé et pour lesquels peu de SEO a été réalisé. Au sens de Google, une page pauvre, finalement, c'est une page qui a trop peu de contenu pour être pertinente, d'accord? Au vu de l'évolution du SEO, en fait, ce chiffre, il va fortement varier, en fait, suivant la typologie de page, c'est-à-dire suivant le, le type de page que vous avez. Par exemple, aujourd'hui, une page catégorie, il faudrait avoir à peu près entre 300 et 450 mots maximum. Là où un article de blog, il devra souvent, mais pas toujours, en avoir au moins, on va dire, le double grand minimum, d'accord? Ça a fortement varié dans le temps, notamment parce que si on prenait il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, une page catégorie, les SEO avaient l'habitude de mettre facilement 1 500 mots parce que c'est ce qui plaisait à Google, etc. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, sur une page caté, si on veut ranker, on doit avoir beaucoup moins de contenu. Et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, ma vidéo, elle sera peut-être plus à jour parce que ça se trouve, on va repasser à Google veut 1000 mots. Peut-être qu'il ne voudra même plus du tout de contenu sur ce type de page. En tout cas, partez bien du principe que c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps et ça va évoluer. Pareil pour les articles de blog. Finalement, il y a encore 5-6 ans, un article qui avait 30 000 mots, on était quasiment sûr d'être premier parce que plus on mettait de mots, plus ça plaisait à Google, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. D'accord? En tout cas, si on a une page pauvre, 2 solutions. Soit on désindexe la page, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pertinente, donc on va dire à Google ne la prend pas en compte, soit on hop, l'enrichit. Voilà. Donc l'enrichir, ça peut être une très bonne chose, notamment si la page a un intérêt d'un point de vue SEO. D'accord? C'est ce que je remarque ici. Certaines pages, en fait, ne méritent pas d'être indexées et elles devraient être supprimées. Par exemple, j'ai pris cet exemple-là. Si on va dessus, hop, voilà, on va arriver dessus. Vous allez voir, voilà, c'est une page qui indexe plein de requêtes, de choses comme ça. Aucun intérêt d'un point de vue SEO, d'accord? On voit que la page est pauvre et elle n'a pas de pertinence. Pourtant, hop, si on se met sur notre outil favori, on voit qu'elle est indexable. Pas beaucoup de sens, d'accord? Si à l'inverse, on retourne là-dessus et qu'on regarde hop, cette page-là, tape là, cette page-là, visite guidée, là c'est une page qui explique comme quoi ce producteur de miel réalise des visites guidées, il y a un intérêt pour le SEO, là il vaudrait mieux travailler la page et rajouter du contenu, d'accord? Les mots-clés à insérer.
Alors, quand on écrit sur un sujet finalement, même si c'est un sujet qu'on maîtrise, qu'on connaît, pour lesquels on va pas forcément chercher beaucoup d'infos, on va forcément oublier de mettre certains mots que Google attend, d'accord? À l'inverse, parfois, ben, quand on écrit naturellement, on va placer beaucoup trop fréquemment certains termes. C'est ce que Google appelle le keyword stuffing ou bourrage de mots-clés en français, c'est un petit peu moins élégant, d'accord? C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des outils, qui vont vous permettre en fait de savoir quels mots-clés doivent apparaître et à quelle fréquence, d'accord? Je cite notamment Yotext Guru, mais il y a un.fr, il y en a plein d'autres. Yotext Guru est peut-être celui qui, à mes yeux, est le plus efficace. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces outils doivent être utilisés finalement un peu comme une canne, comme un support, et pas comme quelque chose d'obligatoire. Il faut plutôt les voir comme un outil qui va vous permettre de détecter quels mots-clés doivent être présents idéalement et vous assurer qu'on va pas trop utiliser un terme. Néanmoins, c'est pas parce que Your Text Guru, par exemple, va vous dire le mot panier. Le mot panier ressort assez fréquemment dans les guides de Your Text Guru. Pourquoi? Parce que quand on analyse, par exemple, une fiche produit, bah, sur toutes les fiches produits, en haut à droite, il y a le terme panier. Et donc, Your Text Guru se dit, tiens, ça peut être pertinent de le faire paraître. C'est pas forcément le cas d'ailleurs. Donc, ne soyez pas esclave de ce genre d'outil. Voyez-le plutôt comme un outil qui va vous permettre de mieux rédiger, mais ne pas en être esclave. D'accord? Les mots rares. Il semblerait que des mots rares, alors c'est des mots qui sont peu usités, permettraient potentiellement de mieux se positionner. Grosso modo, l'idée derrière ça, c'est que pour Google, quand on utilise un lexique très varié, plus varié que les concurrents, ça signifierait que le texte est plus qualitatif et donc qu'on mérite d'être mieux positionné. Il y a eu des tests qui montreraient que c'est à peu près le cas. Néanmoins, à ma connaissance, il n'y a eu aucun test qui a été fait à grande échelle qui permettrait de le prouver. Néanmoins, ça reste plutôt une bonne pratique, j'ai envie de dire. Donc, si vous le pouvez, essayez de mettre un ou deux mots peu utilisés dans vos textes et je pense que ça peut être plutôt positif. Le contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est quoi? C'est du contenu qu'on retrouve de manière exacte à l'intérieur de votre site ou à l'extérieur. Par exemple, là, je m'adresse notamment aux e-commerçants. Sachez que quand votre contenu est réutilisé sur les marketplaces, eh bien, il va s'agir de contenu dupliqué, ce qui va vous nuire. On va en revenir un tout petit peu après. Pourquoi ça va vous nuire? Puisque la paternité, selon Google, d'un contenu, c'est pas le premier qui l'a mis, c'est celui qui a le plus d'autorité. Or, si vous, on reprend l'exemple, vous êtes un petit fabricant de miel, votre site a probablement peu d'autorité. Et si Amazon, pardon, réutilise votre contenu, Amazon a beaucoup plus d'autorité. Et donc, Google va considérer que c'est vous qui avez essayé de pomper, entre guillemets, le contenu d'Amazon. D'accord? C'est pourquoi je vous recommande notamment de fournir un contenu différent pour les marketplaces. Qu'elles se fassent la guerre entre elles, c'est pas très grave. Vous, par contre, veillez sur votre site à avoir un contenu différent. Mais aussi veillez à ce que personne ne vous copie votre contenu. C'est particulièrement vrai pour des e-commerce où bah, des gens créent à la volée plein de sites e-com où ils vont tout simplement plagier intégralement votre contenu. D'accord? Ça peut être également en interne. Vous vous rendez pas compte que certains filtres ou certains éléments dupliquent des pages, bah, vous pouvez vous créer vous-même du contenu dupliqué. On va rapidement parler de cocon sémantique maintenant. Alors, le cocon sémantique, ça a pour but en fait d'optimiser l'architecture et le maillage interne d'un site, et pas forcément que interne, si on en croit notamment Laurent Bourrelli pour lui. Euh, En fait, on va classifier finalement des contenus en termes de page mère, page sœur et page fille, d'accord? Le principe en fait du cocon sémantique, ça va être de cloisonner les différentes parties d'un même site pour veiller en fait à ce que chaque partie soit la plus proche sémantiquement possible des autres, d'accord? C'est particulièrement utile, c'est ce que je présente ici, pour des sites qui traitent de nombreuses thématiques, par exemple la Fnac, où les thématiques ont rien à voir entre elles. Sémantiquement parlant, entre un tapis de yoga et un caméscope, il n'y a rien à voir ensemble. Or, sur la Fnac, par exemple, on trouve les deux. Donc, ils ont fait en sorte d'isoler, finalement, les pages entre elles pour que tout ne soit pas mélangé. D'accord? Ça implique notamment de l'offuscation. Alors l'offuscation, ça va être utile parce qu'on va faire apparaître à l'internaute des liens qui soient cliquables, alors qu'en réalité, ils ne le seront pas par Google, d'accord? Avant, on pouvait voir finalement si des liens étaient offusqués ou pas en faisant la commande cache 2 points sur une URL. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Néanmoins, si on reprend notre exemple de la Fnac et du yoga,
sur cette page avant, eh bien, on pouvait se rendre compte, alors c'est plutôt difficile à l'écran ici, mais qu'il y avait de l'offuscation, c'est-à-dire que, bah, on «cloisonnait» entre guillemets les différentes thématiques pour que ce soit plus cohérent aux yeux de Google. Attention, ce genre de sujet, c'est intéressant quand vous êtes un très, très, très gros site. Néanmoins, pour la quasi-totalité des sites, c'est aller beaucoup trop loin d'un point de vue SEO que de vouloir faire ça. Si on reprend notre exemple du petit producteur de miel, toutes ces pages, globalement, vont parler à peu près de miel. Il n'y a aucun intérêt à se lancer dans de l'offuscation de liens, etc., sur des sites qui traitent de la même thématique. C'est aller beaucoup trop loin. Ça concerne, selon moi, principalement des sites qui vont avoir des thématiques très variées et des très gros sites. D'accord? Je vous le remets ici d'ailleurs. Voilà, ça a peu d'intérêt lorsque vous traitez que d'une thématique. Veillez du coup à limiter ça, c'est pour les gros sites. On va parler d'IA. Alors, ces derniers mois, je pourrais presque dire maintenant ces dernières années, la qualité de l'IA a fait d'énormes progrès. On est passé d'un texte qui était vraiment très, très, très médiocre, où on s'en souvient encore, on pouvait très facilement détecter des patterns, hein. Par exemple, «Il est important de» au début de chaque texte. Bon, voilà. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup moins ces patterns et le texte semble beaucoup plus cohérent. Néanmoins, la qualité du contenu va grandement en fait dépendre de ce que vous allez donner à l'IA pour générer votre contenu. Il convient ici d'essayer de fonctionner non pas avec un simple prompt, mais avec un enchaînement de plusieurs prompts. Parce que si vous lui dites d'abord, rédige un article pour la requête achat voiture pas chère, vous allez avoir du contenu qui va être vraiment très médiocre. Parce que bah, vous lui avez donné un prompt qui est très médiocre. Vous ne lui avez pas donné de contexte. D'accord? Alors que si vous optimisez votre travail de base, vous allez avoir un bien meilleur contenu. Par exemple, quelques pistes pour que vous puissiez produire un bon contenu. Ça va être de donner par exemple des exemples de fiches produits pour l'e-commerce de vos concurrents. C'est-à-dire que si vous proposez par exemple une souris sans fil, bah, donnez 3 à 4 exemples de fiches produits de vos concurrents parce que ça va permettre à l'IA d'avoir plus de matière, de mieux comprendre finalement la souris dont vous voulez rédiger la fiche. D'accord? Ça peut être également de lui donner les mots-clés qu'on va voir apparaître. Là, par exemple, vous pouvez très bien faire un export de Your Text Guru, d'accord? Alors attention là encore, enlevez les mots qui vous semblent pas pertinents. Si vous voyez le mot-clé panier pour votre souris sans fil, ne soyez pas bête, supprimez-le, d'accord? Bien exprimer aussi en détail ce que l'on attend, en donnant des exemples si besoin. Si on reprend notre exemple de visite guidée, eh ben, expliquer qu'on est apiculteur dans tel coin, qu'on réalise des visites guidées, que le but de la visite guidée, c'est par exemple de sensibiliser sur la mort des abeilles ou sur la qualité du produit, etc., etc. Plus vous arrivez à donner de contexte en fait à l'IA, meilleur sera son contenu. N'hésitez pas aussi à lui faire voir quelques pages de votre site. Ça peut être par exemple la page où vous présentez la boîte, la page où vous présentez vos valeurs, etc. D'accord? Plus vous allez donner de contenu à votre IA, plus ça va lui permettre de fournir un contenu riche. D'accord? Et dernier point, malgré tout, qui me semble important, notamment si vous mettez ça sur votre propre site, ça va être finalement de bien penser à relire le contenu et idéalement même de le reformuler avec votre propre mot. D'accord? On va aborder maintenant la partie peut-être la plus importante du SEO, le netlinking. Le netlinking, qu'est-ce que c'est? Le netlinking, c'est tout simplement le fait de faire des liens depuis d'autres sites vers votre site. Et finalement, chaque backlink, chaque lien entrant vers votre site, c'est un petit peu comme un vote aux yeux de Google, où plus vous aurez de votes, globalement, plus vous aurez d'autorité. Alors attention, on va tout de suite modérer ça dans le sens où, contrairement à par exemple une élection où chaque vote a la même valeur, aux yeux de Google, chaque backlink, chaque lien n'a pas la même valeur, puisque chaque lien ne va pas passer la même quantité de PageRank, on va voir ça tout de suite après, la même quantité de jus, on pourrait dire de puissance. Tous les liens ne vont pas passer la même quantité de jus. Mais si on devait garder vraiment une image très 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 macro de ce qu'est le netlinking ou link building également, c'est finalement le fait d'avoir le plus possible de liens vers votre site, puisque ça va vous permettre finalement de vous positionner plus haut dans Google. D'accord? Pour ça, on va commencer par parler du PageRank, parce que le PageRank, finalement, c'est l'algo de Google qui va analyser les liens que reçoit votre site, mais également qui l'envoie finalement vers d'autres sites. Et c'est l'analyse globale, on va dire, du web selon Google et qui va mesurer la popularité de chaque page du web. D'accord? Le principe, ça va être d'attribuer finalement une valeur à chaque page
en fonction finalement de la probabilité du fois où l'utilisateur pourrait tomber sur cette page en parcourant le web. D'accord? C'est ce qui a fait finalement la force de Google au tout début, puisque pour les plus anciens, vous avez peut-être connu Lycos ou d'autres moteurs de recherche comme ça, où finalement le classement était très simple, il était souvent alphabétique. Mais à l'époque, ça convenait à peu près encore, puisqu'il y avait encore peu de sites web, donc il y avait peu de concurrence. Maintenant, Google s'était rendu compte que c'était pas très pertinent, et c'est là où ils avaient mis en place le PageRank, qui lui prenait en compte finalement le nombre de fois où on parlait d'une page, parce que c'est finalement quand même beaucoup plus pertinent que simplement le classement alphabétique. Ici, vous pouvez voir un petit schéma qui finalement représente une version très très faible du web. Imaginons que le web soit résumé à ça. Mais on se rend compte qu'il y a des pages qui pourraient avoir un gros PageRank finalement. Là, il représenterait 34% de la puissance du web, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il recevrait un lien depuis un énorme site, d'accord? Un seul lien, finalement, ça peut vous donner beaucoup de PageRank si le site de base est hyper costaud. À l'inverse, pour un site hyper costaud, qu'est-ce qu'il faut? Bah, finalement, plein de petits, comme là on voit, ça peut marcher. Plein de plus petits liens, bah, ça peut donner un gros PageRank, d'accord? Par contre, bah, si vous recevez que un lien depuis un site qui a peu de PageRank, bah, on voit que vous aurez finalement peu de PageRank, d'accord? Donc pour résumer tout à l'heure, je vous disais que plus on a de liens globalement, plus on aura un gros PageRank. Néanmoins, comme je vous l'ai dit aussi, modulez bien ça avec la qualité. Alors, on va mettre un milliard de guillemets puisque la notion de qualité, c'est très complexe à définir, on va le voir pour un lien. Néanmoins, beaucoup de liens, généralement, ça a plutôt tendance à générer du PageRank, mais on peut avoir aussi du PageRank en ayant peu de liens, mais des gros liens. D'accord? Le PageRank, si on devait schématiser ça un petit peu aussi après au niveau d'un site, alors là, c'est vraiment fortement schématisé, mais c'est plutôt pour vous faire comprendre l'idée de ce qu'on va avoir plus tard. Imaginons que on est 100. Alors 100, c'est un chiffre virtuel, hein, puisque le PageRank se calcule sur 10, mais on va prendre des chiffres ronds pour plus de simplicité. Si vous aviez 100 de PageRank sur la page d'accueil, alors pourquoi je parle de la page d'accueil? Parce que statistiquement, un site reçoit majoritairement, surtout un site qui n'a pas travaillé son netlinking, des liens sur la page d'accueil. Imaginons que vous ayez 100 sur la page d'accueil et que vous ayez 10 catégories. Chaque catégorie aurait finalement 10 de PageRank. Alors c'est extrêmement simplifié, c'est plus complexe que ça, mais c'est plutôt pour vous faire comprendre l'idée qui va venir après. D'accord? Si votre catégorie a 10 PageRank et que derrière vous avez 20 fiches produits dessus et que tout est cloisonné, etc., chaque fiche produit aurait 0,5 finalement de PageRank. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi sur un site un vrai intérêt à mailler correctement son site. On en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure dans la partie optimisation technique, puisque en maillant proprement vos sites, vous allez aussi permettre au PageRank de mieux circuler. D'accord? Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, finalement, vos fiches produits auraient très peu de PageRank. Et donc, si on se contente de faire des liens que sur la page d'accueil, on se rend compte qu'on aura beaucoup de mal à apporter beaucoup de jus de PageRank sur nos fiches produits. On va voir ça un tout petit peu après sur une autre slide, d'accord? Tous les liens ne se valent pas. Je vous en parlais tout à l'heure qu'un gros lien vous passera finalement plus de PageRank, mais peut-être qu'il vous en passera même pas. En effet, il existe des types de liens qu'on appelle nofollow. Alors, il existe également les UGC, les sponsors, mais qui sont bien moins utilisés sur le web, qui eux ne vous passeront pas de jus. Finalement, quand on fait un lien nofollow, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Google, ce lien existe globalement pour l'utilisateur, mais toi ne le prends pas en compte dans ton calcul du PageRank. D'accord? Donc, dit autrement, si vous avez un lien depuis un gros site, mais qu'il est en nofollow, il ne vous passera pas de jus. Attention, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Si demain, on me propose d'avoir un lien en page d'accueil de Google nofollow, bien sûr que je l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il va être cliqué par un grand nombre de personnes, ça va me générer un grand nombre de visiteurs. Donc, même si on vous propose un lien nofollow, ne dites pas forcément non, c'est pas grave. Il peut avoir un autre intérêt que le SEO direct. D'autant plus que, on le sait, les visiteurs sur un site utilisant Chrome, c'est un des critères qui est aujourd'hui pris en compte par Google pour le ranking, donc ça peut être en plus intéressant. Donc un lien nofollow ne va pas vous aider de manière directe pour du SEO, mais il peut avoir d'autres intérêts, d'accord? Attention, quand vous faites des liens, même si vous le mettez nofollow, il va quand même aller voir la page de destination, donc c'est pour ça que moi je vous recommande plutôt idéalement d'offusquer vos liens sortants si vous le pouvez, notamment pour les réseaux sociaux, aucun intérêt
finalement à faire apparaître des liens sortant vers ce type de plateforme. C'est pas pour autant, par ailleurs, que si vous faites un lien vers un site qui est réellement de l'intérêt, si par exemple un site de passionné, faire un site, vous vendez du miel, vous faites un lien vers un petit apiculteur, vous pouvez très bien le mettre en do follow. C'est pas grave, c'est la base du web. Donc c'est pas parce que vous allez faire un lien que vous allez perdre du PageRank et que votre site va se dégrader, et cetera. Non, on évite d'en faire à foison et idéalement on évite d'en faire sur les gros mastodontes type Facebook, et cetera, qui eux n'ont absolument pas besoin de votre jus pour ranker. La vélocité. Alors, la vélocité, c'est finalement la vitesse à laquelle un site va acquérir des backlinks. Naturellement, un site va avoir une courbe d'acquisition plutôt régulière. Si on devait faire l'analogie dans la vraie vie, bah, vous êtes probablement un être humain inconnu de la plupart de la planète. Bah, vous n'allez pas devenir Brad Pitt du jour au lendemain. Vous allez devenir un acteur peut-être connu dans votre ville, puis votre région, puis votre pays, puis votre continent et dans le monde entier. Bah, c'est un peu pareil avec votre site. Au début, quand vous vous lancez, vous êtes inconnu du web, vous n'avez aucun lien. Bah, petit à petit, on va parler de vous. Bah, à l'inverse, c'est pas normal si d'un coup, vous acquérissez un nombre considérable de backlinks parce que ça va être illégitime aux yeux de Google. Alors attention, je modère ça. Si demain, par exemple, vous inventez une pilule à 1 € qui permet de soigner le cancer, oui, vous allez recevoir des milliers de backlinks probablement, mais vous allez aussi recevoir plein d'autres signaux qui vont permettre à Google de comprendre que c'est des backlinks naturels, vous allez avoir plein de visites, etc., etc. Il va y avoir plein d'autres critères qui vont montrer à Google que bah, les backlinks que vous avez reçus, c'est des backlinks légitimes, d'autant que pour ce cas d'exemple, il est probable que ce soit des sites plutôt de très bonne qualité, des sites de médias, de gouvernement, et cetera, qui vous fassent des liens. Mais gardez à l'esprit que même si vous avez un budget illimité, disons pour les backlinks, il ne serait pas normal, de faire des centaines de liens tous les jours parce que c'est pas normal que le web entier se mette d'un coup à parler d'un site. Donc, pour résumer sur la vélocité, maîtriser la vitesse d'acquisition des backlinks. C'est d'autant plus simple quand on les achète et on va en revenir tout à l'heure. Vous allez obtenir naturellement des liens, mais vous en tiendrez globalement assez peu, hormis cas exceptionnels. Donc du coup, quand vous faites l'acquisition de backlinks, faites ça de manière progressive, OK? D'autant que Google est beaucoup plus, restrictif avec un nouveau site qu'avec un site qui a de l'antériorité. Un site qui existe depuis 10 ans et qui a déjà, 2 000-3 000, domaines référents, donc sites différents qui leur font des liens, lui pourra se permettre à peu près ce qu'il veut. Amazon demain, si vous voulez le pénaliser en lui faisant des liens, il y a peu de chances d'y arriver puisqu'il a énormément de liens. À l'inverse, un site qui vient d'être créé, c'est beaucoup plus complexe. Les types de liens. On l'a vu donc, il faut être naturel dans la quantité des liens réalisés, mais idéalement, il faut aussi être naturel sur le type de lien. Pourquoi? Parce qu'avoir seulement un type de backlink, c'est pas naturel. Je vous parle ici de PBN, on va voir tout de suite après un module dédié justement à ce qu'est un PBN, donc un réseau de sites en français, ou des articles sponsorisés. Bah, si on n'a que de ça, c'est pas normal, c'est pas naturel. Donc on va essayer de varier le profil de lien avec d'autres types de liens. Par exemple, des liens forums. Ça peut être aussi des commentaires de blog. Alors attention, ça devient de plus en plus difficile. Ça peut être aussi des web profils, etc. Des annuaires, par exemple. Au lancement d'un site, c'est tout à fait pertinent de réaliser une dizaine, quinzaine de liens d'annuaires. En effet, ce n'est pas le type de lien qui va vous passer le plus de jus. On est bien d'accord. Néanmoins, ça va vous permettre d'apporter de la naturalité à votre profil de lien, ce qui, du coup, sera fortement bénéfique sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'avoir un profil de lien naturel, c'est aussi une des choses qui va vous permettre de vous protéger dans le temps. D'accord? Les encres. Alors, avec la vélocité, c'est probablement une des seules raisons pour laquelle un site peut être pénalisé pour du off-site. Off-site, c'est une manière annexe de dire finalement la partie netlinking ou link building, appelez-la comme vous voulez. D'accord? Généralement, on recommande de ne pas trop abuser d'encre opti, particulièrement si votre site est jeune. Néanmoins, on peut modérer ça un petit peu en disant que depuis des années, c'est de plus en plus rare de voir des sites pénalisés pour abus d'encre optimisée. Alors attention, c'est pas pour autant qu'il faut faire 100% de vos sites avec des encres opti. Néanmoins, on remarque que Google, depuis quelques années, a tendance à être moins violent sur les encres pénalisées. Les plus anciens se rappellent du pingouin en 2012 qui avait été un drame pour le web. Avec le temps, il semble que ça s'amenuise un petit peu et on peut aujourd'hui faire plus d'encre optimisée que par le passé. Qu'est-ce que c'est que justement une encre optimisée? Alors, on va plutôt voir une encre non optimisée.
qu'est-ce que c'est qu'une encre qui va être naturelle? Bah, finalement, ça peut être les dérivés du nom de domaine. Ça peut être mon site.fr, mon site, https, www.monsite.fr, etc. Mais aussi des encres généralistes. Cliquez ici, voir le site, etc. À l'inverse du coup d'une encre non optimisée, une encre optimisée, ça va être une encre où on a cherché à faire passer une intention de recherche pour passer le maximum de jus. Par exemple, acheter un couteau, acheter couteau pas cher, etc., etc. Comme on le voit, un DL, il passera plus de puissance, de PageRank avec une encre optimisée plutôt qu'avec une encre non optimisée. C'est pourquoi je vous recommande plutôt de garder les encres optimisées pour les plus jolis backlinks. Si vous devez faire 100 backlinks avec dedans, par exemple, 20 annuaires, bah, les encres que vous utiliserez pour les annuaires, faites que de l'encre non opti. Par contre, si vous faites un joli PBN avec des anciens noms de domaine qui ont ranké, par exemple, sur la notion de couteau, qui ont beaucoup de domaines référents, un très joli site, bah là, optez plutôt pour une encre optimisée. TF, CF, TTF. Alors, parmi les nombreux indicateurs qu'utilisent les SEO et qui permettent en fait de se faire une idée de ce qu'est un backlink et de sa qualité, alors il faut mettre un million de guillemets sur qualité, le plus utilisé en France est celui de Majestic SEO, d'accord? C'est le Trustflow, vous allez souvent en entendre parler, ou de TF, qui est censé être une copie finalement du PageRank de Google et il va de 0 à 100, d'accord? Il faut garder l'idée que c'est une courbe logarithmique, c'est-à-dire que avoir un TF 20, ça équivaut à 100 fois la puissance d'un TF 10, etc., etc. D'accord? Donc avoir un gros TF, c'est beaucoup plus complexe qu'avoir un TF faible. Le CF, lui, c'est un indicateur qui est plutôt lié à la quantité de liens que reçoit un site. Pour moi, il a d'intérêt surtout mis en parallèle du TF, d'accord? On va éviter donc les sites qui auront un gros CF, un gros citation flow, par rapport à son trust flow, d'accord? C'est plutôt tendance de signaler que le site aura spammé en termes d'acquisition de liens avec du lien de pauvre qualité, etc. Donc c'est plutôt un indicateur à regarder en parallèle du TF. Pour caricaturer, un site qui aurait un TF et qui aurait 90 de CF, aïe aïe aïe, ça sent pas très bon, d'accord? Le Topical Trust Flow, lui, c'est un indicateur qui est censé donner un ordre d'idée de la thématique des liens reçus. Ainsi, par exemple, un site qui va lui ressortir en Recreation Travel, ça va être généralement un site qui est majoritairement des liens à voir avec le tourisme. Attention, c'est un indicateur qui n'est pas fiable parce qu'il suffit d'un gros lien pour faire changer la couleur du TTF. Il faut plutôt s'en servir, selon moi, comme un titre d'alerte. Par exemple, un site qui ressortira en adulte, oula, je me dirais, tiens, pourquoi non, c'est étrange. Mais il suffit, et j'ai eu le cas par le passé pour certaines clientes, d'un lien d'une très grosse fédération, par exemple de sport, bah, ça a complètement changé le TTF du site, alors que ça n'a pas eu d'impact du tout d'un point de vue ranking, c'est plutôt l'inverse. On a senti que ça avait passé du jus d'avoir le lien depuis la homepage. Donc, le Topical Trustful, servez-vous-en plutôt comme une sorte d'alerte s'il ressort en adulte ou dans un TTF un peu étrange, où vous pouvez vous dire, tiens, pourquoi ça mérite que je m'y attarde un petit peu plus. Attention, le trust flow, c'est facilement manipulable, surtout en faisant un ou deux liens puis des sites qui ont des gros trust flow. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de quelques vendeurs de backlinks en France, pour ne pas dire d'une majorité de vendeurs de backlinks. Donc, le trust flow, c'est à prendre vraiment avec des pincettes et il a un petit peu plus d'intérêt finalement lorsque c'est un site qui a plusieurs centaines de domaines référents, puisque plus on a de domaines référents, plus ça devient compliqué de manipuler le trust flow. En tout cas, servez-vous-en plutôt comme d'un vague indicateur que comme réellement un indicateur qui va mesurer la qualité, parce que quand vous achetez des liens, le trust flow a forcément ou quasiment été manipulé, peu ou beaucoup. En tout cas, étant donné que c'est un des indicateurs qui est utilisé aujourd'hui par les acheteurs de liens, bah, les vendeurs de liens l'ont bien compris et ils manipulent tout ça. Les plateformes. Alors, pour acheter des liens, bah, vous avez finalement plusieurs solutions. Soit vous contactez en direct des éditeurs, c'est tout à fait possible, c'est un petit peu chronophage. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est créé dans le temps? Il s'est créé des plateformes de liens où vous pouvez acheter finalement des liens. Alors vous en avez des plutôt classiques, je pense par exemple à Soumettre ou Référeur, où vous savez que bah, eux font le tri finalement des personnes qui peuvent y soumettre leur site, et vous en avez d'autres qui ont des spécialités. Par exemple, je pense à netlinking.fr qui, eux, sont propriétaires de leur propre réseau. Vous avez aussi des outils comme Linkfinder qui, eux, vous permettent en fait de gagner du temps quand vous cherchez à acheter les liens, parce que ça vous permet de comparer les prix sur les différentes plateformes. En effet, un même site est souvent mis en vente sur plein de plateformes. Or,
en fonction de différents critères, certaines plateformes vont parfois facturer plus cher certaines typologies de liens et à l'inverse moins cher. Et il n'y a pas finalement une ou 2 plateformes, qui sortent énormément du lot. Si vous achetez beaucoup de liens, vous vous rendrez compte que, finalement, sur certains types de liens, il y a des plateformes qui sont un petit peu mieux positionnées et à l'inverse, d'autres qui le sont sur d'autres types de liens. C'est pourquoi ce type d'outil peut être parfaitement, utilisé pour justement, quand vous avez choisi votre spot, trouver l'endroit où il sera le moins cher, d'accord? Mais évitez de faire votre achat que dans une plateforme parce que même si certaines plateformes ont peut-être tendance à être un peu moins chères, vous trouverez forcément parfois des sites qui seront moins chers sur d'autres plateformes, d'accord? Attention, sur Link Finder, vous allez trouver que les backlinks qui sont présents sur la majorité des plateformes. Mais ça exclut, du coup, je parlais de netlinking.fr, vous trouverez aucun lien de netlinking.fr puisqu'ils sont que sur euh, la plateforme netlinking.fr. Comment choisir un lien? Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour acheter un backlink et finalement, ça va aussi, on va le voir, dépendre du prix que vous allez mettre dans votre backlink. D'accord? Avant tout, il va falloir décider quelle page on va pousser. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, pousser la page d'accueil, c'est bien au début, mais on a vite fait le tour. Et le mieux, ça va être de chercher à pousser une page profonde. Si on reprend l'exemple d'un site e-com, c'est facile. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant à pousser? Une page catégorie ou une fiche produit. D'accord? Si c'est un site de vente de services, ça va être les pages services ou expertise, appelez-les comme vous voulez. Mais finalement, c'est les pages qui vont vous générer du business. Parce que linker la page d'accueil ou linker un article de blog, ça a souvent peu d'intérêt parce que c'est pas là où vous allez générer du CA. On va essayer aussi de regarder en fait, que fait la concurrence pour la requête visée, d'accord? Est-ce qu'ils ont beaucoup plus de RD ou pas? Parce que si par exemple vous voyez que, pour la requête que vous essayez de cibler, vous avez déjà, heu, 30 fois plus de RD que tous les concurrents, peut-être que le problème se situe pas du tout en termes de backlink, peut-être que vous avez largement assez de backlink et que c'est plutôt sur l'on-site que vous pêchez, d'accord? Quelle page rank chez eux? Parce que si eux, ils ont que des fiche produit qui rank et que vous, vous essayez de ranker avec une caté, c'est peut-être juste que vous n'arrivez pas avec la bonne typologie de page, etc. Comment sont les encres? Est-ce que eux ils ont fait que de l'encre opti ou est-ce qu'à l'inverse, ils n'ont jamais fait la moindre encre opti? Parce que ça va définir si vous pouvez y aller un petit peu plus fort ou pas. D'accord? Ensuite, donc, on va essayer de définir quel va être l'objectif. Est-ce qu'on veut diluer les encres? D'accord? Par exemple, ça c'est valable si vous vous rendez compte que vous avez été trop agressif et vous dites, bon, maintenant il faut y aller un peu plus mollo, on va diluer les encres. Bon, si on veut diluer des encres, on va être moins exigeant en termes de typologie de lien que si on veut faire de l'encre opti. D'accord? Autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut que ça apporte des visiteurs ou est-ce qu'on s'en moque? Si on veut que ça apporte des visiteurs, un site qui est Genius, ça peut être une bonne idée, ou un site Discover même. À l'inverse, si on veut juste pousser du PageRank, là, on n'aura pas du tout besoin d'avoir un Gnews ou un Discover, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer finalement à regarder le site où on veut acheter du BL, d'accord? Et là, en fonction du budget, je vous propose plusieurs solutions. Attention, c'est juste des pistes de réflexion. Vous pouvez être plus ou moins exigeant en fonction aussi de votre budget. Pour les BL pas chers, disons, on va dire moins d'une cinquantaine d'euros, le prix étant très faible, on va surtout se contenter de regarder si finalement les derniers articles ont bien été indexés. Pour ça, rien de plus simple, on va faire commande site de points, c'est-à-dire qu'on va faire site de points monsite.fr par exemple. Euh, alors, monsite.fr étant remplacé par le site de destination, là où on va acheter le lien, et on va regarder si sur les 3, 4, 5 derniers articles, on voit que les pages sont bien indexées. Si on voit qu'aucune page est indexée, ça peut être potentiellement un problème. Alors, c'est pas forcément dramatique si on voit que les articles viennent juste d'être publiés. Néanmoins, si on voit aussi que, par exemple, il y a eu 5 articles de publiés le même jour sur le même site, on peut se dire qu'on risque potentiellement de tomber très vite dans l'arborescence. C'est par exemple le cas sur des sites médias, type Le Monde, où l'article est publié le matin à 6 heures et déjà à 10 heures, on se rend compte qu'on est en page 3. Finalement, le site, il n'a pas le temps d'être crawlé beaucoup par Google, etc. Et c'est pas des sites qui vont beaucoup capitaliser. D'accord? Si c'est sur un site un peu classique, qu'on voit que les 4-5 derniers articles ont été publiés sur les 6 derniers mois et qu'il n'y en a aucun indexé, c'est plutôt un mauvais signe, même si, là aussi, comme en SEO souvent, ça dépend, il faudra creuser un petit peu plus loin, d'accord? Quand c'est des BL un peu plus coûteux, plus d'une cinquantaine d'euros, moi ce que je propose c'est de faire un peu plus d'analyse, d'accord? Parce que finalement, une cinquantaine d'euros, ça commence à devenir
un budget, parce que vous en faites pas qu'un des sites, hein, tous les mois, vous allez en faire plusieurs. Donc du coup, il va falloir être un peu plus attentif. Notamment, un des critères qui peut avoir de l'intérêt, mais c'est pas parce qu'un site n'a pas de trafic qu'il va pas pousser, mais est-ce qu'il a quand même un minimum de trafic? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins un ou 2 mots-clés finalement sur lesquels il va se positionner? Et je vous parle de vrais mots-clés, pourquoi? Parce qu'un peu comme pour le Trust Flow, les vendeurs de liens se sont rendus compte que il y a des mots-clés où c'est très facile de se positionner. Par exemple, connexion à mon compte Crédit Agricole. Oui, être en top 100 sur ça, c'est vraiment très facile. Or, sur les outils utilisés par les SEO pour acheter des liens, notamment SEMrush, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui que je recommande, vous allez vite voir un site avec une courbe de trafic. Et donc, de prime abord, vous allez vous dire: «Ah, c'est bien, le site il fait 100, 200, 1000, 3000, 5000 visiteurs». Mais en réalité, peut-être que les mots-clés, c'est streaming plus nom d'une série japonaise, folklorique et cetera, ou alors des mots-clés même complètement inventés par des SEO. Donc, ce que je vous recommande pour des backlinks un peu plus chers, c'est de regarder est-ce qu'il y a quelques mots-clés un peu concurrentiels. Alors attention, je ne vous parle pas de assurance, voiture, hein. Ça pourrait être très bien, changement boîte à vitesse, Opel Corsa, très, très bien, parfait. Si vous cherchez à acheter un lien sur de la bagnole, parfait. Ça, c'est un mot-clé qui a de l'intérêt, on voit, c'est en lien avec la thématique, d'accord? Aussi, autre, sujet intéressant, c'est combien de pages sont positionnées. S'il y a qu'une seule page qui rank, c'est plutôt un mauvais signe. Et on peut aussi comparer ça par rapport au nombre de pages du site. Parce que si on voit qu'il y a 5 pages positionnées, pas mal. Mais si on voit que sur le site, il y a 20 000 pages, pas ouf, d'accord? Donc, comme pour beaucoup de choses en fait en SEO, essayez de regarder au global et de pas vous attarder que sur un élément. C'est plutôt un ensemble d'éléments qui devrait vous aider à vous dire oui ou non, c'est pertinent. Pour les liens que je vais appeler de très haut de gamme, plus de 300 balles, je vous recommande d'aller encore un peu plus loin. Par exemple, quelle catégorie le backlink va être placé? Je pense là notamment à pas mal de sites médias, dont je tairai le nom, qui créent parfois en fait tout simplement des catégories «fantômes» entre guillemets. Ce que j'appelle une catégorie fantôme, c'est une catégorie où on va mettre tous les liens vendus, mais ça va même pas apparaître finalement, heu, dans l'arborescence du site. C'est des pages qui vont être orphelines sur des catégories orphelines. Dit autrement, vous allez gaspiller votre argent puisque, Google va même jamais savoir que ces pages existent, d'accord? Heu, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, pensez à regarder aussi l'arborescence parce que si on se rend compte que notre lien, au bout d'une semaine, il va être en page 40, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à acheter ce lien? Je pense pas. Ou alors, ce que je remarquais aussi, prévoir du budget pour les relinker, c'est-à-dire faire des liens vers les liens. Imaginons, vous avez mis 1 000 € pour acheter un super lien vers un site d'autorité dans votre thématique qui est parfait, etc. Ça me semble pas du tout incongru de prévoir d'acheter 10, 15, 20 liens sur l'année pour refaire des liens vers cet article. Ainsi, lui va avoir plus de puissance qui va vous retransmettre, mais aussi il va peut-être même potentiellement se mettre à se positionner, à ranker finalement sur des mots-clés de votre thématique. Ce qui peut être tout à fait intéressant si l'article est flatteur par rapport à votre produit ou service. Tout à l'heure, vous vous rappelez quand je vous ai fait la petite infographie sur la page d'accueil, les catégories et les fiches produits, je vous ai dit qu'on allait reparler, et on va en parler maintenant, de deep linking. Qu'est-ce que c'est finalement? Ça va être de pousser des pages profondes plutôt que de faire du SEO bourrin, j'appelle ça, qui va tout envoyer sur la page d'accueil. Tout envoyer sur la page d'accueil, c'est super bien quand on est feignant et qu'on ne veut pas passer de temps sur son SEO. Parce que la page d'accueil, oui, elle retransmettra du jus, tant mieux. Néanmoins, si on reprend notre graphique de tout à l'heure, en envoyant sur des fiches produits ou des catégories, quand une fiche produit, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on avait 0,5 de PageRank. Alors, vous vous rappelez qu'il était faux, mais c'est pas grave. En envoyant quelques liens sur cette fiche produit, on va facilement peut-être passer de 0,5 à 2 ou 3. Or, si en envoyant nos liens sur la page d'accueil, on voulait monter à 2 ou 3 sur la page d'accueil, il faudrait faire x6, d'accord, sur le nombre de liens total. Ce qui est, d'un point de vue budgétaire, est probablement complètement infaisable, d'accord? Donc, plutôt que d'envoyer des liens que sur la page d'accueil, envoyez des liens vers les catégories ou les fiches produits. En plus, c'est là où va se situer votre chiffre d'affaires. C'est là où vous allez convertir votre trafic. Donc, n'envoyez pas du lien que sur la page d'accueil, mais envoyez-le sur les pages profondes. D'autant plus que c'est un autre intérêt. Si on reprend l'exemple de la FNAC tout à l'heure, sur la page d'accueil, vous allez faire quoi comme encre ou comme sujet de base? Compliqué, parce qu'en fait, la FNAC vend tout. Alors que si vous le faites sur la fiche produit du tapis de yoga, ça va pouvoir être un article du type les 3 avantages d'avoir un tapis de yoga. Bon, le titre est nul, mais vous avez compris l'idée. Sémantiquement, on va avoir une proximité sémantique entre la page de base et la page de destination. D'accord? Donc, ça aidera à mieux ranker.
OK? On va maintenant s'atteler à un sujet qui est assez important en SEO et peu développé en général, à savoir les PBN, qui veut dire Private Blog Network, à savoir donc réseau privé de blog. Même si, on va le voir, le terme de blog est un petit peu dépassé puisqu'on va essayer de faire un peu plus que des blogs. Alors, c'est quoi un PBN? Donc, comme on vient de le voir, PBN, Private Blog Network, réseau privé de blog, également connu sous le nom de MST, mini-site thématique. Le PBN, en fait, ça consiste en une série de sites qui nous appartiennent, mais sans que Google le sache. D'accord? Généralement, on monte un PBN à partir de nom de domaine expiré parce que ça permet de bénéficier de l'autorité acquise par le passé par le site qu'on va racheter. On va expliquer ça tout à l'heure. D'accord? C'est souvent le type de lien le plus puissant que vous aurez, mais là, attention, on se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, attention à ne pas abuser de ce type de lien parce que c'est assez facilement repéré par un SEO lors de l'analyse d'un site. Donc, nul doute que si nous, SEO, on arrive à repérer un site qui a monté un PBN, nul doute que Google, lui aussi, va réussir à en faire de même. Où placer ces liens? Alors, généralement, on va placer le lien sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que, on se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, un site majoritairement va recevoir le plus de vues sur la page d'accueil. Donc, on va placer notre lien à l'endroit où il y a le plus de vues pour nous-mêmes en obtenir le plus possible. Et de la même manière, on utilise, et là c'est presque obligatoire, une encre opti. Pourquoi une encre opti? Parce que là aussi, on veut en tirer le maximum de jus. Comme on l'a vu, c'est probablement le meilleur type de lien que vous aurez. Donc, essayez d'en profiter à fond. Page d'accueil et encre opti. Si besoin, comme là, vous aurez la main sur les sites, contrairement à l'achat de backlink, vous pourrez toujours désoptimiser l'encre, voire même supprimer le BL si vraiment vous avez besoin. D'accord? Les sites du PBN sont thématisés, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment ce que vous aurez comme top du top en termes de transmission de jus, parce que page d'accueil, donc la page avec le plus de jus, encre opti, site thématisé, peut-être même qui a ranké sur les requêtes que vous visez. Donc, c'est le saint graal, on va dire, du backlink. Comme on vient de le voir, ça se base sur un nom de domaine expiré, d'accord? Mais comment on fait pour trouver un nom de domaine expiré? Alors, vous avez deux grandes façons, selon moi, pour trouver un nom de domaine expiré. Soit prendre un NDD, un nom de domaine dispo, donc dispo dans le domaine public, que n'importe qui peut acheter, soit acheter un nom de domaine aux enchères, slash, le snapper, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire en français. Pour la première solution, donc, à savoir prendre un NDD dispo, le gros avantage, ça va être de pouvoir disposer d'un nom de domaine gratuitement. Alors, modulo le prix d'enregistrement du NDD, on va dire une dizaine d'euros grosso modo par an. Ok. Le fait que ce soit gratuit, finalement, ça vous permet d'en avoir plus, c'est-à-dire que vous pourrez avoir par exemple 10 noms de domaine gratuits, 100 euros à peu près pour la première année, là où si vous achetez un NDD qui existe sur une plateforme de vente aux enchères, par exemple à 100 balles, vous en aurez qu'un pour le même prix. D'accord? À l'inverse, le gros avantage de snapper ou passer aux enchères, finalement, pour un NDD, ça va être de disposer d'un NDD avec beaucoup de plus de puissance. Pourquoi? Parce que généralement, mais c'est pas toujours le cas d'ailleurs, un NDD qui est dispo va généralement avoir moins de jus qu'un NDD qui dispose aux enchères. Parce que les sites de vente aux enchères ou de Snap, essaient de prendre les plus jolis et finalement laissent de côté, ceux qui ont le moins d'intérêt. Mais on le verra un petit peu plus tard, heu ça peut être malgré tout très intéressant de partir sur des NDD gratuits si on sait bien les choisir. Pour un NDD dispo à l'enregistrement, voilà plusieurs solutions pour les trouver. Primo, scraper des annuaires ou un site dans votre thématique. Imaginons que vous soyez plombier, par exemple. Si vous avez l'annuaire français des passionnés de plomberie et que dessus vous trouvez un site d'une personne qui était passionnée de plomberie et qui avait 20 NDD, 20 RD, 20 domaines référents, tous en lien avec la plomberie, que le site rankait probablement bien, etc., etc., pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, d'accord? Ça peut être aussi scraper les sites des concurrents. C'est très peu utilisé malheureusement, mais sur les sites, parfois, une simple faute de frappe peut faire en sorte que votre concurrent fait un lien vers un nom de domaine qui est pas le bon. Ou ça peut être tout simplement, il faisait un lien vers, ça peut être son agence web et l'agence web a fermé. Lui, il a pas pensé à mettre, à jour son site. Et vous pouvez remonter le site et du coup, vous avez quoi? Vous avez un site qui a un lien direct depuis vos concurrents. C'est très efficace comme type de lien. Alors attention, bien entendu, vous n'allez pas en trouver des millions, voire même probablement aucun.
Néanmoins, ça prend pas beaucoup de temps à vérifier et quand vous en trouvez, c'est vraiment le type de NDD pépite. D'accord? La solution la plus utilisée, c'est d'utiliser le site qui s'appelle experiendomens.net, qui est un site complètement gratuit et qui liste énormément de NDD disponibles, d'accord? Ou qui vont le devenir. Il a l'avantage d'être complètement gratuit, de lister un grand nombre, même si c'est pas exhaustif, de NDD. Dernière manière de trouver des NDD expirés, c'est d'utiliser la fonction des recherches de nom de domaine expiré de l'outil Alloscan, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la recherche des mots-clés. C'est une fonction qui va vous permettre en fait de trouver des sites qui ont déjà ranké sur des mots-clés de votre thématique. Si vous êtes un petit peu malin et que vous savez un petit peu optimiser, automatiser des choses, je pense par exemple à Xenoposter, mais il y a probablement d'autres solutions de le faire. Vous pouvez très bien avoir une grosse liste de mots-clés qui vous concernent et les rechercher un par un de manière hebdomadaire dans le scan et ainsi trouver des sites finalement qui ont déjà ranké dans votre thématique. Comment trouver un DD expiré premium? D'accord? Deux grandes options. La première, ça va être de snapper le nom de domaine. Alors, qu'est-ce que c'est? On va faire une sorte de réservation. C'est-à-dire qu'on va dire à un outil, dès que le nom de domaine va être disponible, à la microseconde finalement où il va devenir disponible, récupère-moi-le. D'accord? Donc, c'est des outils qui vont faire ça de manière automatique. Ça va vous permettre en fait de choper un nom de domaine pour un prix modique. On va dire que c'est une soixantaine d'euros sur Dropcatch, voire moins suivant l'endroit où vous allez sur Dropcatch. Certains comprendront de quoi je parle. Ça va vous permettre finalement pour un prix très modique de parfois réussir à choper des noms de domaine très jolis. Attention, ça marche que sur les noms de domaine qui vont pas attirer l'attention des SEO ou peu attirer l'attention des SEO. Généralement, peu de domaines référents, un nom très niché, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ce genre d'outil, dès qu'il y a plus d'un SEO qui ont demandé à snapper le nom de domaine, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont d'emblée chercher finalement à le mettre aux enchères. Ils vont tout de suite le mettre aux enchères parce que là, ils savent que les prix vont pouvoir s'envoler. Parce que plutôt que d'avoir 60 euros via un snap, bah, ils préfèrent en avoir peut-être 600 voire plus lorsque ça part aux enchères. D'accord? Les enchères, justement, bah, c'est le système hyper classique d'enchères. Finalement, les SEO s'entretuent pour avoir un nom de domaine. Ça peut monter à plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'euros. Je pense notamment à des noms de domaine qui sont également Genius, ce qui va servir notamment pour des discovers par la suite. Attention, si vous enchérissez sur des noms de domaine, ça peut monter très très vite. Vous laissez pas griser, d'accord? Je vous marque un petit instant pub, pas pour moi hein, en plus. Si la notion de trouver des NDD vous intéresse, si tout ce qui est lié au nom de domaine expiré particulièrement vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de David Shelley qui propose notamment des formations de très bonne qualité puisque j'ai suivi sa formation à plusieurs reprises. Et en plus de ça, lui, il propose énormément de noms de domaine, principalement des NDD, plutôt avec des noms jolis, on va dire brandable, mais aussi des NDD, pensés pour le SEO. Donc voilà, c'était le petit instant pub, pour une personne qui, voilà, apporte énormément de valeur, sur la sphère SEO concernant tout ce qui est NDD, donc n'hésitez pas à le contacter. Où est-ce qu'on peut snapper son expiré? Alors je vous en ai cité que 3, il y en a d'autres qui sont pas mal du tout non plus, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Les principales en France, on va dire que c'est Dropcatch, Kifdom et GetExp. Il y en a d'autres bien entendu, et DomExpire aussi oui, que j'ai zappé de vous mentionner. On va dire que c'est les principales, il y en a d'autres un peu moins connues et très efficaces, mais voilà, on va se contenter de ça dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on remonte un expiré? Donc là, on va se dire qu'on a réussi à trouver des NDD expirés, soit gratuitement, soit on les a snappés ou achetés aux enchères. Bah, il y a plusieurs méthodes pour remonter un expi, elles toutes ne se valent pas, on va être honnête. Certaines sont plus efficaces que d'autres. La première solution, qui est de monter une monopage. C'est-à-dire qu'on va monter un site d'une seule page avec du contenu très optimisé, avec un design minimaliste, voire quasi inexistant. C'est une solution qui est rapide, peu coûteuse, elle prend pas de longtemps, et j'ai envie de vous dire, si vous êtes un peu malin là aussi, automatisez tout ça. C'est parfait pour les petits expirés, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va remonter une seule page, on va faire rediriger n'importe quelle page qui a pu exister sur le site, qui va rediriger sur la page d'accueil et sur la page d'accueil, on va mettre un gros bloc de 1 000-1 500 mots, bien optimisé pour notre, mot-clé, avec un lien, d'accord? C'est un bon rapport rapidité, prix, jus, d'accord? Si par contre, le NDD était vraiment top, par exemple si vous faites des enchères ou quoi,
Ne faites pas du monopage. Ça, du monopage, c'est très bien, notamment si c'est un DD que vous avez eu gratuitement. Si c'est un joli NDD, on va faire un peu mieux. Première solution, ça va être de remonter l'ancien site en récupérant l'archive sur archive.org. Alors attention, gros avantage, ça permet souvent de bien faire repartir le site, mais comme je vous marque, attention à l'aspect juridique, parce que c'est pas parce que vous avez repris un nom de domaine que vous êtes propriétaire du contenu qu'il y avait avant. Au contraire. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls, c'est pas légal d'un point de vue juridique. Autre solution qui est très très bien, notamment si finalement vous savez automatiser quelque chose, on va dire, ça va être de remonter un blog à partir de l'expiré, d'accord? Alors c'est la solution la plus coûteuse parce qu'elle demande du temps, sauf si vous l'automatisez. Ça va demander de la rédaction. Par contre, c'est très efficace pour peu en plus que le blog soit travaillé de manière régulière, d'accord? Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils, de services, de choses comme ça qui vous permettent de faire tout ça de manière complètement automatique. Ça vous demande du temps pour le créer et un petit peu d'huile de cerveau, mais en tout cas, c'est probablement aujourd'hui la meilleure solution pour remonter un XP parce que vous pouvez garder les mêmes pages qu'avant, générer du contenu de manière régulière et tout ça va faire en sorte que le site va vraiment être vu comme un vrai site, d'autorité finalement aux yeux de Google et ça va vous aider. Autre option qui est très peu utilisée par les SEO, parce que c'est peut-être la solution qui est la plus chronophage, ça va être de remonter un e-com. Alors j'ai pris l'exemple de e-com parce que c'est peut-être le plus parlant, mais directement sur le site de l'expiré. C'est la solution la plus coûteuse de toutes, mais par contre pour moi elle a 2 énormes avantages. Le premier, ça va être de générer du CA supplémentaire, d'accord? De vendre des produits qu'on pourrait peut-être pas vendre aussi sur son money site. Si vous revendez des tapis de yoga sur votre site, peut-être que, vous voulez pas proposer, je sais pas, des, suppléments alimentaires liés au yoga, alors que vous pourrez peut-être le faire sur, votre expi que vous aurez remonté. Alors attention, hein, bien entendu, ça c'est sur les plus jolis sites que vous allez pouvoir remonter. Faites surtout pas ça sur un site à 10 balles. Sauf si, là encore, vous avez réussi à automatiser la création d'un site e-com. Ça va aussi vous permettre d'avoir une solution de secours en cas de pénalité de votre site principal. Pourquoi? Parce que si votre site principal se fait tuer, malheureusement, dans bien des cas, c'est tout simplement la fermeture de votre boîte. Alors que si vous avez d'autres petits sites, idéalement même plusieurs, qui eux vous rapportent un peu d'argent, peut-être qu'ils vont vous permettre en fait de réussir à passer les quelques mois difficiles, le temps de rebondir. Donc voilà, remonter un site e-com sur un expiré, ça peut être un très très bon moyen de capitaliser sur votre nom de domaine expiré. Autre avantage que je vois à ça, ça peut être de truster plus de place sur la SERP. Pourquoi? Si vous avez un site sur les 10 qui vous appartient, vous avez statistiquement, alors c'est pas le cas suivant la place, hein, mais vous allez comprendre l'idée, 10% de chance de vous faire cliquer dessus. Alors que si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pourquoi pas même 10, plus vous en aurez, plus vous allez avoir de chances finalement d'être cliqué et donc de faire une vente. Dernier appel à réserver pour les plus gros expis. Conclusion, comme vous l'avez vu, finalement le SEO c'est une histoire plus de méthodologie et de travail constant que de petits tips et de tricks. Donc si vous voulez réussir, réaliser les différentes étapes que vous avez vues dans cette vidéo et surtout, faites-les dans l'ordre. Parce que si vous choisissez par exemple les mauvais mots-clés, vous aurez beau faire une structure de site optimisée, du bon contenu et du lien, si vous avez mal commencé dès le départ, votre site ne vous générera jamais de chiffre d'affaires. Donc suivez bien toutes les étapes qu'on a vues, appliquez-les dans l'ordre et normalement, ça devrait être bon, vous devriez ranker.